très très heureux d'être là pour plusieurs raisons. Je disais un peu au président tout à l'heure, en fait, je suis assez souvent appelé par, disons, les professions du chiffre. Et ça me touche à chaque fois parce que pour moi, ce que vous faites, c'est de la magie. Moi, quand je mets 2 chiffres dans un tableau Excel, il y a 3 erreurs. Par conséquent, non seulement des gens qui remplissent des logiciels avec ça, qui les analysent, mais encore plus qui contrôlent le travail des autres dans ce domaine, pour moi, vous êtes des magiciens. Et qui continuent à penser malgré tout que je peux être utile, parce que je vais me présenter en quelques instants. Le logo Neimo que vous voyez là, c'est le logo de mon entreprise. Je fais 3 choses dans la vie. Enfin, je fais une chose dans la vie. Je fais que ce que j'aime. Pendant 22 ans, j'ai dirigé une entreprise d'informatique qu'on appelait une SS2I, vous savez, avant, qu'on appelle une ESN maintenant. Et je l'ai quitté l'année dernière, la semaine où on a embauché le 300e collaborateur, en me disant que cette entreprise avait plus besoin de moi, en fait. Et premièrement. Et deuxièmement, j'avais déjà un certain nombre d'activités extrascolaires à l'époque. Et j'ai décidé de vendre mes parts donc, à mon associé, c'est-à-dire pas cher. Vous accompagnez des gens qui vendent, vous savez que c'est jamais assez cher. C'est une grande règle de la finance. Pour le vendeur, c'est jamais assez cher. Et je fais plus que ce que j'aime, c'est-à-dire en fait, je fais des conférences comme là, de prospective, on l'espère inspirantes. Je fais également des séminaires pour permettre aux entreprises de trouver leur raison d'être authentique. On va parler de ça parce que ça fait partie, je pense, des sujets que vous aurez à bien connaître, et je vais vous donner tous mes trucs pour la trouver, donc vous vous débrouillerez après ça. Et puis je fais aussi de l'accompagnement stratégique parce que en fait on vit dans une quintuple pénurie. On est en pénurie de matériaux, pénurie de matériel, pénurie de denrées alimentaires, et c'est que le début, pénurie d'énergie et pénurie RH. Parce que en fait j'ai appris que c'était plus facile de trouver du pétrole en fait qu'un comptable. Et moi, ma seule légitimité pour vous parler de ça, c'est que j'ai cherché une autre espèce qui s'appelle le développeur informatique, qui est assez recherché aussi. Même si on voit bien que les majors du digital ont tendance à baisser leurs ambitions aujourd'hui. Voilà. On a cherché vraiment du développeur, du geek, vous savez. Vous voyez ce que c'est? Non? Vous voyez ce que c'est un geek? Juste pour... Non, vous ne voyez pas, je vais vous raconter. C'est 2 geeks qui discutent, pour que vous voyez bien, et il y en a un qui dit à l'autre « Oh, cette nuit, j'ai fait un rêve. Ah, il dit, ah bon, c'était quoi? Oh là là, il y avait une nana en maillot, super bien roulée, qui arrive dans ma chambre comme ça, elle pose une demi-fesse négligemment sur mon bureau, elle pousse mon clavier Bluetooth négligemment, et l'autre lui répond « Ah bon, t'as un clavier Bluetooth, quelle marque ?» Et un geek, c'est ça. Donc les geeks, ils sont pas sur Facebook, ils sont sur Twitch. Et quand ça se raconte pas ses rêves, ça joue aux jeux vidéo ou ça bricole le noyau de Windows, rien que pour rigoler. Non, mais pendant qu'ils font ça, ils sont pas en train d'attaquer des vieilles dans la rue, donc moi je trouve ça bien pour la paix sociale. Donc on va parler aujourd'hui en fait de régénérer la troupe de la confiance. En gros, peut-être certains d'entre vous ont des difficultés pour recruter. Non, pas trop. Hein. Okay. Peut-être que certains d'entre vous ont des difficultés pour garder leur troupe. Voilà, on va parler que de ça en ce moment. Et l'autre raison pour laquelle je suis super content d'être là parmi vous, c'est que mon CAC et mon commissaire aux comptes, qui s'appelle Axis, a son siège social dans le Nord. Et donc voilà, je suis très très heureux d'être parmi vous, du coup relié aussi comme ça vis-à-vis des Hauts-de-France. Alors pour bien comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais juste vous raconter une histoire au début. C'est l'histoire de Camille. Camille, en fait, elle est diplômée, elle a de l'expérience. Vous êtes surtout content qu'elle ait accepté de travailler chez vous. C'est un peu la fête, secrètement, vous avez ouvert le champagne. Et puis Camille, vous avez énormément investi en elle, tant en termes de personnes que de formation, parce que c'est vrai que vous êtes un cabinet un peu spécial, et qu'il faut quand même se former, même si on est diplômé et qu'on a de l'expérience. Et vous avez l'impression, il y a quelques détails qui vous disent que Camille, c'est un peu vous en plus jeune.
et vous dites enfin je vais arrêter de galérer, et puis vous vous surprenez à quelques pensées magiques, hein. Les pensées magiques c'est peut-être travailler moins, vos pensées magiques c'est vous consacrer plus à certains clients, faire davantage de prospection même pour assurer la pérennité du cabinet. Et puis, ça va être demain, vous vous dites peut-être qu'elle gérera même le cabinet à votre place, puisqu'il y a tout un tas de collaborateurs, vous les feriez bien gérer par quelqu'un d'autre, en fait. Ça vous ferait des vacances. Et puis après-demain, peut-être qu'elle reprendra même le cabinet, quoi. C'est-à-dire que si on lui donne une belle expérience et qu'elle aime ça et qu'elle s'en montre digne et à la hauteur, peut-être que demain, elle pourra reprendre le cabinet. Et puis un jour, alors que selon vous, aucun signe avant-coureur ne le laissait entendre, elle vous présente sa démission. Et là on dit bug, ça ne devait pas se passer comme ça, on avait dit au départ. Donc si vous avez fait du développement personnel, ça s'appelle un ciseau émotionnel ou un ascenseur émotionnel, vous étiez hyper content et puis tout d'un coup la terre s'effondre en disant, c'est ces moments-là où vous vous dites qu'est-ce que je fous là, pourquoi j'ai pas vendu l'année dernière. Alors du coup, que faire, hein? Voilà, vous êtes un peu dans cet état-là. Alors, si vous lisez un peu la presse, il y a des choses qui sont un peu à la mode, c'est la grande démission. Qu'est-ce que c'est que la grande démission? C'est un certain nombre d'Américains, en fait quelques millions, genre, 6 à 9 millions d'Américains qui ont démissionné à peu près en une semaine. Donc du coup, ils ont appelé ça « the big quit » in English, et la grande démission en français. Ça faisait déjà un moment où on s'intéressait à la marque employeur, à l'expérience collaborateur, où on savait que les baby-foot, ça marchait plus. Et qu'il fallait inventer autre chose, et des nouveaux mots qui arrivent, les slashers, et moi-même, vous savez ce que je suis? Je suis un FIRE. Qu'est-ce que c'est FIRE? C'est Financially Independent Retired Early. Indépendant financièrement et retraité le plus tôt possible. Et ça, c'est le mouvement qui arrive après la grande démission. Donc, bon courage, hein, Alors, bien sûr, dès qu'il y a un problème, Gartner sort une solution, et une bonne solution Gartner, c'est une solution sous la forme d'une matrice. Hein, s'il n'y a pas de matrice, c'est qu'il n'y a pas de problème. Merci Gartner. Il vous dit, ouais, en fait, dans la démission, est-ce que c'est déclenché par l'organisation en première ligne? Est-ce que c'est déclenché par les facteurs externes? Pas con Jean-Pierre, hein. L'autre côté, on va se dire, est-ce que c'est principalement lié à l'expérience du travail ou est-ce que c'est principalement lié à la vie personnelle des gens? Et donc du coup, si c'est externe et vie personnelle, vous pouvez rien faire contre quelqu'un qui va élever des chèvres, en gros. Non, c'est parce que moi j'ai acheté une tiny house et avec des copains, on a acheté un champ et on va habiter là. Donc vous pouvez rien faire. C'est hors scope. Vous tendez le bras, il n'y a rien qui touche. Et en fait, le problème de ça, c'est à l'air séduisant comme ça, en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque case. Pardon, vous aurez bien sûr les slides. Et bien en fait, la limite, c'est l'évaluation des causes. En fait, quelqu'un qui vous dit qu'il part parce qu'il n'est pas assez payé, c'est jamais vrai. Jamais. Hein. C'est comme quand vous proposez un service et qu'on vous dit que c'est trop cher, c'est pas vrai. J'ai pas assez confiance, ça c'est vrai. J'ai trouvé quelque chose qui serait plus prestigieux pour moi, ça c'est vrai. Avec les collaborateurs, c'est pareil. Et en même temps, aujourd'hui, je vous donne juste l'expérience d'un profil que vous connaissez peut-être pas. Ça s'appelle un profil avec un BTS compta. Donc nous, on prend une BTS. Dans le métier qu'on avait avant, j'étais intégrateur de RP. Vous savez, les logiciels de gestion. Pour les gens du bâtiment, ça ne veut pas dire établissement recevant du public, ça veut dire logiciel de gestion. On l'a pris, elle avait BTS, 2 ans d'expérience, 38 000. C'est pas mal. Et puis après, on l'a augmenté 3 fois en 2 ans. Et puis, en fait, elle a eu un bébé. Et puis, elle est revenue. Et puis, il y a un concurrent qui lui a proposé 58 000 full télétravail. Et là, moi, je sais pas faire. Ouais, je sais pas faire. Donc le problème, c'est qu'elle ne pourra pas être payée ce prix-là éternellement, parce que la conjoncture va se retourner et que du coup, elle va se retrouver sans doute le bec dans l'eau dans quelques années, mais on ne peut pas lui dire. Enfin, une jeune maman à qui on dit, bah, tu vas bosser que chez toi, voir ton enfant beaucoup plus et te payer juste 20 000 par rapport à ton prix d'embauche il y a 3 ans,
avec un BTS comptable, c'est-à-dire que elle n'est pas docteur en sciences physiques non plus. Donc il y a aussi cette réalité-là. Et puis, en fait, l'autre problème de l'approche de Gartner, c'est que du coup, ça vous empêche de regarder ce qui se passe en plus profond, en fait, en matière de transformation de nos entreprises, en matière de transformation de la culture et en matière de transformation sociétale. C'est ça dont on va parler. Du coup, je vous propose d'en parler avec 4 angles différents. Le premier, c'est le management interculturel. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça fout là? Mais vous allez voir que c'est un peu central. On va faire le distinguo entre le sens du travail et le sens au travail. Le mot sens est un mot un peu à la mode. On dit, ouais, il faut que c'est du sens. Moi, je déteste dire ça parce que, en fait, personne n'est pas d'accord avec le fait qu'il faut qu'il y ait du sens. Mais chacun y met son sens à lui dedans, et donc on croit qu'on est d'accord, et en fait, on a parlé de rien. Et une limite qu'on avait dans le management aussi, c'est la différence entre le pro et le perso. Et on voit qu'aujourd'hui, pour bien gérer, il faut découvrir cette limite-là. Et le dernier, puisque j'y crois tellement que j'en ai fait mon boulot, c'est la raison d'être pour se singularité et agir. Donc si on prend le management interculturel pour commencer, l'idée à bien comprendre, c'est que Camille, c'est pas du tout vous en moins vieux. C'est une autre espèce. Elle vient d'un autre pays. Donc pardon, j'ai essayé de faire une symbolique. Vous êtes là plutôt. Désolé mesdames. Et désolé la plupart des messieurs. Tous même. En fait, on n'a pas le même rapport au temps, pas le même rapport à l'espace, pas le même rapport à l'autorité. Moi j'ai 48 ans. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit je vais aller bosser là, je vais aller bosser fort et grâce à ça je vais devenir quelqu'un. Socialement. En fait, les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils sont déjà quelqu'un et ils sont bien sympas d'accepter de venir travailler chez vous. Ils vous font une faveur. Pas trop le même rapport. Alors du coup, les conséquences, c'est le rapport à l'autorité. Pourquoi je ferais ce que je te dis? Parce que c'est marqué chef sur mon bureau. Ah bah non. Ah bon? Alors qu'est-ce qui se passe? D'habitude ça marchait ça. Du coup, moi je fais pas du tout ce que tu dis parce que tu es mon chef. Enfin, je fais ce que tu dis parce que tu es utile. Utile à quoi? Encore faut-il le définir. À la bonne marche du cabinet? Ouais, mais la bonne marche du cabinet, ça va pas dans le sens de mon confort. Pardon. Et c'est des dialogues comme ça, un peu nouveaux. Donc je vous propose d'apprendre des nouvelles langues. C'est une langue étrangère en fait. Ça a l'air d'être du français, mais ça n'a absolument rien à voir avec celui qu'on connaît. Pas le même rapport non plus dans la centralité du travail dans nos vies, quoi. Quand je vois des jeunes qui discutent aujourd'hui, je donne des cours à Polytechnique, vous savez, c'est une école qui forme des ingénieurs, et je le fais on parle d'innovation en général, et j'adore le faire parce que en fait ça me met en contact avec comment ces jeunes-là, alors c'est pas tous les jeunes, mais ces jeunes-là pensent. Et ça s'est un peu calmé là, mais il y a 2-3 ans, c'était que des Greta Thunberg. C'est des talibans de l'environnement. Et moi je suis un peu green, mais pas comme ça en fait. Et là, ils sont un peu calmés, là, parce que là, ils se disent ouais, en fait, les choses sont en train de bouger, et peut-être d'un point de vue plus nuancé, nous permettre d'avoir plus de bonheur, parce que ce qu'ils cherchent, c'est pas la réussite. Ce qu'ils cherchent, c'est le bonheur. Donc, je sais pas, vous rémunérez avec ça, vous? Donc, pas le même héritage du surinvestissement au travail, et ensuite à la famille. En fait, moi, j'ai fait une école de commerce. Quand on est sorti, les gens qui faisaient la filière audit, c'était un peu la crème. C'est pas moi. Mais aujourd'hui, c'est des métiers dans lesquels il y a trop de boulot, en fait, pour un certain nombre de jeunes. C'est-à-dire que le prestige de pouvoir arriver en conseil, en conformité à des niveaux élevés de conso, etc., n'est plus du tout suffisant contre le fait de bosser beaucoup et de ne pas dormir chez soi tous les soirs parce qu'on a des clients qui peuvent être loin et que les missions parfois sont, même souvent, sont sur plusieurs jours, etc. Donc on a une vraie question à se poser. Et il y a plusieurs vies à vivre en même temps. Ce que je vous disais, moi je ne suis pas un gamin, donc du coup, je suis peut-être vos âges, rapidement, quand on n'est pas quelqu'un, on arrive à se dire « toi tu fais quoi dans la vie ?» Ils se disent plus du tout ça les jeunes. Ils disent « toi t'aimes quoi dans la vie ?» Et donc ils savent d'abord que l'autre est passionné de photos ou de marsouin ou de je ne sais quoi avant de se connaître le métier, quoi.
Le métier est devenu vraiment super accessoire dans l'identité. Je vous rappelle, hein, pour moi, c'était un tremplin pour devenir quelqu'un. Et pour eux, c'est vraiment très très périphérique. Et du coup, vous avez des dialogues savoureux comme ça, de candidats, qui vous disent est-ce qu'il faut venir travailler tous les jours pour... Non, tous les jours? Ah non, mais tous les jours alors. Ah ok, c'est original. Pourquoi? Et puis, est-ce qu'on s'amuse dans votre cabinet? Bah non, on bosse. Et donc, en fait, c'est des questions réelles hein, qui ont été posées, alors pas chez un CAC, mais chez un cabinet d'expertise comptable. Et une personne qui a dit, bah, parce que moi je ne veux pas tellement bosser tous les jours en fait, j'aurais bien bossé le mardi, mercredi, jeudi. Ah bon? Et pourquoi? Alors c'est parce que ma femme, elle fait des poteries, et puis moi je développe un site web pour faire connaître son travail au plus grand nombre, et puis je suis un peu son community manager du coup aussi, c'est moi qui fais les posts, ça, donc vous comprenez bien que ça me prend du temps, et donc j'ai pas le temps de venir faire de l'audit moi tous les jours, voilà. Et donc pareil, si vous pensez que c'est une histoire vraie. En fait, ce que je vous dis, c'est des faits réels. Alors, il ne le dit pas forcément avec le même ton, j'en rajoute un peu des caisses, d'accord. Mais les mots sont ceux-là, et le contexte est vraiment celui-là. Et il s'avère que la personne, ça fait 5 ans, en fait, qu'il bosse dans le même cabinet, ce qui, à notre échelle aujourd'hui, est une belle performance. C'est plus de 3 semaines déjà, donc, champagne. Et donc voilà, donc du coup, comment est-ce qu'on accueille ces gens-là? Est-ce qu'il y a de la place pour cette personne-là dans mon cabinet? C'est la question que j'ai envie de vous poser et vous dire vraiment c'est un étranger par rapport à notre système de valeurs. Et en fait, je vous parle de management interculturel et vous me dire ouais non attends on a été au congrès à la CRCC, un mec il nous a parlé interculturel, moi je fais du père et baguette depuis 30 ans, qu'est-ce que c'est que cet interculturel? En fait moi je prétends, j'affirme la compétence que les managers doivent acquérir chez vous, et même peut-être vous, c'est le management interculturel. Pour ne gérer que du tibiloute. Hein. Seulement, en fonction de l'âge qu'ils ont, la communauté à laquelle ils pensent appartenir, ça ne se gère pas du tout pareil. Parce qu'on va voir qu'il y a différents modèles en fait, dans l'entreprise. Il y a le modèle qu'on connaît tous qui s'appelle la loyauté. Il y a d'autres qui sont sur l'employabilité, la communauté de métier, la plateforme, qui est un peu plus marginale, ou bien l'archipel. Et votre boulot, c'est de manager toutes ces identités-là. Donc le fait qu'ils soient africains, chinois, ou français, ou même picards, importe peu. Ce qui importe, c'est la communauté à laquelle il appartient. Et donc si on fait un zoom là-dessus, la loyauté, c'est échanger de la réussite contre l'identification forte. Alors les valeurs, c'est protéger les plus fragiles, passer cadre. Ah bah voilà, c'est... moment, j'ai réussi, j'ai passé cadre, moment. Passer cadre, c'est passer de l'ombre à la lumière. D'abord on prouve, et après on l'obtient. Ça vous parle ça comme discours? Moi j'étais élevé comme ça, hein. Et moi c'est le discours que je tenais à mes gars. Hein. Et en fait, il est bon, hein, mais pas pour tout le monde. C'est ça que je vais vous dire. On parle jamais d'argent, parce que l'argent c'est intime, donc c'est en one-to-one. On ne parle pas d'argent comme ça en public. Et puis, la caractéristique, c'est le modèle du père, alors que ce soit le père spirituel ou autre. Hein. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire La logique de l'honneur, ça parle que de ça. À côté de ça, on a un autre modèle, des gens qui viennent nous rejoindre, qui sont dans l'employabilité. Donc c'est les chasseurs de primes. Qui vous disent, en fait, pour être super honnête, même si ça se passe bien, je ne resterai pas longtemps en fait chez vous. Parce que moi, je viens acquérir une expérience de 3 ans dans votre style de clientèle, et puis après, c'est pour rejoindre un poste de DAF d'une ETI, parce que c'est mon père qui m'a dit de faire ça, pour être le DAF de la boîte avant de la reprendre et de devenir DG. On commence quand? Je ne suis pas sûr qu'on commence en fait. Vous voyez ce dialogue-là? En fait, derrière ça, on va parler par d'autres modèles, il y a ce qu'on appelle les slashers. Les slashers, c'est des gens qui vont venir chez vous de façon provisoire. Et ils le savent déjà quand ils rentrent. Et vous pourrez faire ce que vous voulez, ils ne resteront pas plus longtemps. Ils viennent consommer, en fait. Alors, c'est pas parce qu'ils consomment qu'ils ne sont pas utiles, hein, attention. Hein. Mais du coup, comment on tire de l'utilité de gens qui consomment?
Donc c'est les chasseurs de primes qui sont là pour faire carrière, et leur caractéristique, c'est la réputation. En fait, c'est les gens qui sont nés, qui sont, je veux dire des gros mots, pardon, mais digital native. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont nés avec les médias sociaux, et donc ce qui compte aujourd'hui, c'est l'image qu'ils ont sur LinkedIn. À côté de ça, on a la communauté de métiers, donc c'est des gens qui sont un peu de la même espèce, mais qui résonnent à l'intérieur du même métier. Il va être identifié comme un talent dans un réseau professionnel. C'est-à-dire, en fait, le réseau professionnel, par exemple, des CAC, et donc être connu comme un virtuose. Et c'est ça qui fait la carrière, en fait. Et dans les deux premiers modèles, on est salarié. Là, on est salarié, actionnaire, entrepreneur. C'est des gens qui vont rapidement vous dire ouais, dans 3 ans, je suis associé, en fait. Non, c'était pas une question. C'était une proposition liée à la signature de mon contrat de travail. Parce que moi, ça m'intéresse pas de juste bosser pour vous, quoi. Parce que moi, ce que je veux, c'est engranger aussi par rapport à ça. J'aime bien vous parler des langues étrangères comme ça. Hein. Et donc, c'est des divas. Hein. C'est des divas, puis en plus, ils sont super chassés. Et d'autres qui sont encore plus mal que vous leur font des propositions un peu folles. Et sa caractéristique, c'est la critique. C'est les gens qui vous disent que c'est pas bien chez vous, en fait. Ils restent, hein, mais ils vont vous casser les pieds tout le temps en disant ouais, ça quand même, c'est pas terrible. Ah, c'est un petit peu vieillot ça. On fait plus comme ça. Hein. PAM on peut pas les taper. Hein, j'ai regardé dans le code du travail, il n'y a pas ça comme mode de management. Donc la plateforme, c'est un peu plus marginal. Hein, c'est comme quand vous êtes livreur Uber, en fait, votre manager, c'est une appli. Hein. En gros. Hein, donc le management est assez simple. Hein, soit tu livres à l'heure, soit je te paye pas. Enfin, voilà. Et puis après, on a l'archipel. C'est des gens en fait qui sont le cœur des slashers, c'est des gens qui vont faire plusieurs métiers en fait. Parce que faire votre métier à plein temps, c'est pas du tout assez pour eux. Et quand je dis plusieurs métiers, c'est pas forcément plusieurs métiers rémunérés. C'est-à-dire ils vont vous demander un temps partiel. Moi j'ai des collègues à vous, à qui on est resté en contact, qui me disent ça y est David, il y en a un à qui j'ai proposé une augmentation qui m'a dit non, mais par contre je bosse plus le vendredi. Et là, je suis un peu tombé de ma chaise là. Parce que vendredi j'ai besoin de lui aussi. Et si je propose de l'augmenter, c'est que je lui proposais lui aussi de lui augmenter sa surface de travail. Je dis oui. Bienvenue dans la slide 5. Il n'y a pas le vendredi parce que le vendredi, je sais pas s'il s'occupe du site web des poteries de sa femme ou quoi, mais il a vraiment autre chose à faire que de venir faire l'audit, quoi. Et qui vont faire intensément autre chose, donner son temps à une association. Je vais venir chez vous le lundi, mardi, mercredi, ce que je vous dis tout à l'heure. On fait venir le hors-travail dans le travail. C'est-à-dire qu'avant, on était... moi, j'ai fait des conférences sur les émotions, et moi, j'ai appris qu'il fallait laisser ses émotions à la porte du travail. Donc, ça fait longtemps qu'elles s'invitent, hein, maintenant. Mais eux, ils invitent leur autre vie au travail. Et parce que je vous disais tout à l'heure, mon épouse est passionnée de sculpture, on développe des tutos, et je chante dans une chorale, donc je ne peux pas venir le vendredi. Parce que j'adore le chant, en fait, je trouve ça très intéressant pour moi. Et par contre, je suis prêt à venir très tôt le matin et très tard le soir, mais par contre sur certains jours dans la semaine. Et sa caractéristique, c'est qu'il lui faut du temps et de l'énergie pour l'expliquer aux autres et le protéger. Parce que le problème, finalement, de ce genre de profil, s'il bosse ou elle bosse comme un fou, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est les autres. Hein, ceux qui bossent 5 jours par semaine, voire 6, quand on est en période de clôture, et ça, voilà, parce qu'on serait peut-être dans une activité saisonnière, hein, je ne sais pas. Comment vous expliquez que quand on bosse 6 jours, il y en a un qui bosse 3 jours? Vous pouvez lui dire qu'il est moins payé, ouais, mais lui il bosse 3 jours, quoi. Comment est-ce qu'on tient une boîte avec ça? C'est pour ça que je vous parle de management interculturel. Je ne suis pas en train de vous faire une conférence sur la génération X, Y, Z, etc. Je vous dis juste qu'elles sont toutes là en même temps. Et que l'avantage des gens qui forment sur le management interculturel, c'est qu'ils ne vous disent pas comment manager un Camerounais, un Thaïlandais, etc. On s'en fout. C'est comment est-ce que je manage des gens qui ont des systèmes de valeurs différents. Et là, ce sont des gens qui ont des systèmes de valeurs différents, alors qu'ils viennent du même pays, voire même du même département. Ouais. Pourquoi vous dites ça en me regardant? J'ai eu un blanc. Ça va, ça? C'est parce que j'ai eu un blanc. Ça va? J'adore.
Non, je suis désolé, il n'y a aucune diversité chez vous, il y a que des cacs. Donc, voilà, vous n'allez pas me faire le coup du moi je suis pas pareil. Donc voilà. Donc là-dessus, les sources d'inspiration pour bien comprendre, j'aime bien Michel Serres. En fait, Michel Serres, il est très bon à l'oral et je le trouve très très mauvais à l'écrit, on comprend rien de ce qu'il écrit, sauf la petite poussette, où c'est vraiment très très intelligible. Et il a écrit C'était mieux avant aussi, mais c'est moins bien. Et donc du coup, vous vous dites peut-être, mais comment est-ce que je vais gérer ça? Ben, on va se donner quelques astuces. Déjà, apprends à les recruter. On va dire, hey David, t'es mignon, moi j'ai 50 piges, dont 45 ans d'expertise comptable, voilà. Tu me fais pas la leçon sur comment on recrute. En fait, ceux-là, il faut les recruter un petit peu différemment parce qu'ils ne vous disent pas tout de suite qui ils sont, ou bien vous allez croire des choses en les voyant qu'il va falloir questionner. D'abord un cap et un cadre. Qu'est-ce que c'est que le cap? C'est de réfléchir aux 5 bonnes raisons de venir dans votre entreprise, bien sûr, qui n'existent pas chez vos concurrents. Donc vous l'avez peut-être déjà fait, hein, et peut-être que je me mets en position de pair, PAIR avec vous, hein, dirigeant, quoi, je suis comme vous. Et peut-être quelque chose n'est pas bien fait, c'est aux 3 bonnes raisons de partir de chez vous. Il faut que vous ayez déjà ça en tête au moment de l'entretien de recrutement. Et ça demande peut-être un peu de réflexion, et ça ne se fait pas tout seul en fait, ça se fait vraiment à plusieurs, et c'est super intéressant, parce que c'est là aussi on corrige vraiment des choses qu'on ne voyait même plus tellement c'est habituel. Et puis un cadre, parce que en fait votre boulot c'est le management, et puis c'est de faire le SAV de l'éducation que leurs parents n'ont pas réussi à finir. On dit bonjour, on dit merci, on arrive à l'heure, je ne vous fais pas découvrir des choses là, mais il y a vraiment du SAV d'éducation. Et donc du coup, prendre le temps d'expliquer à un jeune comment je fonctionne, et prendre le temps d'expliquer à un jeune comment on fonctionne. Parce qu'on ne fonctionne pas normalement, et je ne fonctionne pas normalement. Normalement n'existe pas. On est tous spécifiques dans la manière dont on fonctionne, et donc dans du coup ce qu'on attend d'une relation professionnelle, et dans ce qu'on attend d'une relation coercitive, je veux dire des gros mots, de manager à manager, et puis comment la boîte fonctionne, c'est quoi les codes de la boîte. Et en fait les codes de la boîte c'est assez difficile parce que souvent vous ne les connaissez pas, consciemment. Vous les connaissez bien sûr, inconsciemment. C'est une boîte normale, c'est une boîte dans laquelle il fait bon vivre, c'est une boîte familiale. Ouais, mais encore. Et donc ça demande un petit travail qui sert de toute façon pour la raison d'être. Après, il faut faire des bons entretiens. Alors, un bon entretien, c'est un entretien qui comporte un changement d'avis. Si vous sortez de l'entretien en vous disant bah ouais, il est exactement comme je l'avais vu dès qu'il s'est assis, c'est un mauvais entretien ça. Si vous n'avez pas changé d'avis, c'est que vous n'avez pas été au fond. Alors, vous pouvez le trouver bien quand il s'assoit et bien à la sortie, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Ça, c'est un bon entretien. Passer de la confirmation à l'exploration, parce que en fait, un entretien entre guillemets habituel, c'est un entretien dans lequel on va chercher à confirmer ses premières impressions. Là, on va aller chercher à les démonter. L'idée, c'est de s'entendre dire des choses qu'on n'est pas prêt à entendre. Donc si la personne vous dit exactement ce que vous attendiez, c'est suspect. C'est quelqu'un qui a bien bossé et qui est là pour vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Donc vous, ça vous repose, vous avez passé une journée de merde aujourd'hui. Donc pour une fois que vous voulez un jeune qui parle comme vous, ça vous fait des vacances, mais c'est un piège. En plus, ne cherchez pas en lui ou en elle des choses on vous a reconnues il y a 20 ans. Parce que ces mêmes choses aujourd'hui n'ont plus la même valeur. Et puis vous avez une image de vous il y a 20 ans, pas mais qui est peut-être embellie. Et puis jamais, tout seul, on a besoin vraiment, pour ces gamins-là, de 4 yeux et 4 oreilles, plutôt que 2. Jamais en un seul lieu, c'est-à-dire qu'en fait on ne fait pas un seul entretien, on en fait plusieurs. Et puis jamais en une seule fois. Et idéalement en marchant. Parce que en fait, quand vous marchez à côté de quelqu'un, il y a une intimité nouvelle qui se fait. C'est un peu comme dans les couples, regardez ensemble dans la même direction. Quand vous marchez, vous ne regardez plus face à face, vous regardez le truc pour ne pas se prendre la porte du sas, vous voyez. Et bien en fait, le fait d'être côte à côte permet déjà de présager la manière dont on va se comporter côte à côte dans le métier. En pratique, une note d'étonnement. Alors,
Moi j'ai bossé ça quand j'étais, donc ma boîte s'appelle Seed, elle s'appelle toujours Seed. Seed ça veut dire Stéphane, Yann, David, je suis David. Personne ne le sait, hein, parce qu'on a dit bien sûr que ça voulait dire système d'information, on a raconté des histoires, mais ça veut dire ça. Et en fait, on faisait déjà des notes d'étonnement. Les notes d'étonnement, c'est quelque chose qu'on demande après un entretien et qu'on va demander peut-être encore 3 mois après l'embauche. Et moi je lisais l'ensemble des notes d'étonnement. À la fin, on embauchait une trentaine de personnes par mois à peu près. Et en fait, je les lisais toutes. Parce qu'en termes d'indicateurs, c'est des indicateurs non financiers, mais c'est des indicateurs, vous payez des auditeurs gratuits là, qui ont comme compétence leur naïveté, bien sûr, hein, mais du coup, ils voient des choses que vous ne voyez plus. Donc rien que pour vous, rien que pour la production de ces rapports, c'est utile pour le pilotage de votre boîte. Alors, il y a maintenant des gens qui proposent de le faire en images. C'est en fait, au lieu d'écrire, présente-moi des images que tu trouves où tu veux et qui résument un peu la boîte. Parce que, en fait, en fonction des profils que vous prenez, les bons élèves font des bons rapports d'étonnement. Et les mauvais élèves passent à côté d'un certain nombre de choses, par timidité, par manque de code, etc. Alors que si vous dites, faites-moi un rapport d'étonnement en images, et qu'on commande ces images ensemble, là, même les profils, les moins bons élèves, en fait, arrivent à vous sortir des choses super intéressantes, et ça met tout le monde à l'aise. Donc, pourquoi deux notes d'étonnement? Une première, et puis une deuxième qui vous laisse le temps de corriger les choses que les gens ont vues sur la première. Parce que quand vous faites une note d'étonnement avec une personne qui après elle a embauché au cours des 3 mois et que vous avez corrigé un certain nombre de choses qu'elle avait vues comme des limites, et bien en fait, vous fabriquez de l'engagement avec ça. Tiens, ma voix compte. Oui? Ah pardon, je vous embauche dans mon cabinet, et puis au bout d'une semaine, je vous demande, et ça fait partie du processus, de m'écrire, enfin moi, la RH, de ce que vous voulez, un rapport qui peut faire 1 page, 5 lignes, 2 lignes, avec vos étonnements sur la boîte. C'est-à-dire, vous aviez une image de la boîte avant de postuler, vous avez regardé le site web, vous avez été sur Glassdoor pour regarder les opinions des autres. Vous savez ce que c'est Glassdoor, hein? C'est le TripAdvisor de l'emploi. Donc il y a peut-être votre boîte qui est sur Glassdoor avec des notations d'anciens collaborateurs. Allez regarder. C'est le TripAdvisor des jobs. Ouais, une porte en verre, glass door. Et c'est marrant, c'est comme le Mordor à peu près, tu vois, comme ça rime. Tu vois, c'est les plus geeks qui rient ça. Comment? Et donc du coup, tu vas écrire, voilà, ce qui m'a le plus étonné à mon arrivée, c'est ça, ça, ça. Étonné en bien ou étonné en pas bien, hein, mais une liste de choses qui t'ont étonné. Voilà. Ça va? Ça répond à la question? Non, on demande ça aux collaborateurs. Ouais. Ouais, c'est ça. Nous, on est des blasés, nous. Et donc, l'avantage de la marche, je vous disais tout à l'heure, c'est de passer de la proximité, parce que vous êtes quelqu'un de très sympa, très empathique, vous avez été formé à l'entretien, etc. Passer de la proximité à l'intimité. Parce que quand on marche ensemble, il y a une intimité qui se crée. Et après, pour dire des gros mots, si vous voulez frimer au cocktail ce soir, c'est que ça développe aussi le champ morphogénétique. Vous savez peut-être qu'en matière de communication, juste les mots, c'est à peu près 7% du message qui passe. Il faut aussi les intonations, il faut aussi les formes de mon visage, mon langage corporel. Et une des raisons pour lesquelles les réunions en visio, c'est moins bien que les réunions en physique, c'est parce qu'on n'a pas le champ morphogénétique. C'est-à-dire que les chercheurs sont en train de se dire qu'il y a des ondes aussi qui passent d'un corps à l'autre. Et c'est pour ça que vous savez déjà, dans certaines pièces, chez certains clients, que l'ambiance va être pourrie, et personne n'a encore rien dit, quoi. Ben ça, c'est le champ morphogénétique. Oui? Je pense qu'il serait plus juste de demander aux collaborateurs qui s'en va de nous dire un peu pourquoi ils s'en va, s'ils peuvent le faire, ou que d'alimenter, entre guillemets, cette démarche commerciale qui voudrait que finalement, par notre curiosité, on nourrit l'existence d'un site et on va tomber dans le piège du restaurateur qui dit mettez-moi une bonne note, allez sur mon Ah non, mais je ne demande pas une note là. Non, pour aller consulter sur Glassdoor.
Alors moi j'étais donc responsable du directeur du marketing de cette boîte de 300 personnes, tu vois, et j'ai dit on ne fait rien sur Glassdoor. Voilà. Donc allez-y pour regarder ce qu'on dit sur vous, parce que c'est quand même utile de le savoir, mais aucune démarche, justement pour éviter l'aspect restaurateur. Mais je partage complètement l'outil. Complètement. Et donc du coup, vous mettre au management interculturel. Donc le management interculturel, c'est quoi? On va s'éviter 3 jours de formation à la défense. Suspension du jugement pour faire entrer des gens dans un collectif. En fait, on a tous du jugement. Enfin, on trouve des choses bien ou pas bien. C'est ça le jugement. Et en fait, quand c'est pas comme on fait d'habitude, c'est pas bien. Et on est tous pareils. Et on est plus ou moins perméables à ça. Pour faire entrer les gens dans un management interculturel, il va falloir un peu suspendre ce jugement. Il y a quelqu'un qui disait, il s'appelle Albert Einstein, qui dit que penser, c'est fatigant. C'est pour ça que beaucoup de personnes se contentent de juger. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, je vous invite à aller sur Twitter. Et vous allez voir tous ces gens qui ne pensent pas, mais qui préfèrent juger. Changer en échangeant et sans se perdre et sans se dénaturer. En fait, le boulot de ces gens qui ne sont pas comme vous et pas comme d'habitude, c'est aussi de vous faire changer, de vous faire évoluer, sans se perdre bien sûr, mais il faut que vous changiez vous-même pour pouvoir faire ce management interculturel. Ces gens ne souhaitent pas vous heurter, ils ne font pas ça pour vous heurter. Ils font ça parce qu'ils sont comme ça. Et ce sont juste peut-être vos nouveaux talents. En général, il arrive fréquemment que les plus pénibles, mais les plus pénibles, en fait, c'est les nouveaux talents. Parce que s'ils sont si énervants que ça, c'est qu'ils sont bons sur les domaines sur lesquels vous ne l'êtes pas encore. Et que pour autant, ils ne sont pas bons sur vos domaines d'expertise. Donc vous et eux, ça peut faire des étincelles si on arrive à trouver le même langage. Alors du coup, qu'est-ce qu'un talent? Alors c'est quelqu'un qui vous percute dans vos évidences. Ben non, pas le mardi. C'est le mardi, je pêche à la mouche. Je suis président du club. Je peux pas. Qui contribue à un haut niveau de performance. C'est quelqu'un de généreux. Alors un talent pas généreux, c'est pas un talent. On est bien d'accord. C'est-à-dire que, en fait, comment il s'appelle cet américain là, qui est un conseiller en investissement, je retrouverai, il disait toujours, en fait, quand vous cherchez... Warren Buffett. Merci, Warren Buffett. Quand vous recrutez, cherchez de l'énergie, de l'intelligence et des valeurs. Et si vous ratez le troisième, les 2 premiers vous tueront. Et dans cet ordre-là. Et donc du coup, quelqu'un aujourd'hui, dans cette ère de l'économie du partage, l'économie de l'information qui n'est pas généreux, en fait, je vais être un peu raciste là pour le compte, n'a rien à foutre chez vous. En plus, c'est quelqu'un d'énergivore, parce qu'il vous sollicite tout le temps. Il dit hey, Maurice, j'ai une idée, on pourrait faire ça. Mais putain, j'ai un dossier là, assez à rendre pour demain, lâche-moi. Vous voyez ce profil-là? C'est quelqu'un de chronophage, parce qu'il a besoin de vous. Et le problème que vous allez avoir, c'est un peu comme avec les autres, c'est égalité par rapport à équité. Égalité, c'est que vous traitez tout le monde pareil. Équité, c'est que vous traitez tout le monde pareil par rapport à ses besoins. Vous savez, là, on a vu ça sur les médias sociaux, pas mal, c'était bien fait. L'égalité, vous avez un grand, un petit, un moyen qui sont derrière une balustrade et il n'y a que le grand qui voit. Et l'équité, c'est que tout le monde a un promontoire différent pour que tout le monde voit. Et passer de l'égalité à l'équité, c'est pas très facile, parce qu'il faut beaucoup l'expliquer aux autres. Alors du coup, comment on va se comporter là-dedans? Et en fait, vous avez une nécessité, alors moi je connais un peu votre métier, parce que je connais plein de CAC dans différentes régions, et ils ont tous à peu près le même défaut, entre guillemets, c'est pour ça que je me suis permis cette slide, c'est parce qu'ils sont tellement au service, qui sont au service de leurs collaborateurs et de leurs clients, et donc ils décident de rien sur leur emploi du temps. Et donc du coup, quand il y a besoin d'un coup de bourre, quand il y a besoin de prendre du recul, il n'y a pas le temps. C'est votre boulot d'avoir du temps. C'est votre boulot. Ça fait partie de votre compétence. Et donc du coup, vous enchaînez pas à ces énergivores-là. Consacrez-leur le temps qu'il faut, mais ce n'est pas eux qui décident du quand. C'est vous. Restez vachement maître de votre temps.
Vous avez besoin de beaucoup de temps pour vous ressourcer, et puis pour rendre service. Parce que, en fait, on a quitté la métaphore d'une entreprise machine. Depuis Taylor, on a essayé de nous faire croire que par une organisation scientifique du travail, hein, vous savez, c'est Charlie Chaplin, clac, 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 quel temps moderne, on allait pouvoir monter des entreprises et les piloter comme des machines. En fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout la bonne métaphore. La métaphore, c'est plutôt le jardin. C'est-à-dire que ça pousse, ça foisonne. Alors, premièrement, c'est pas en tirant sur l'herbe qu'on la fait pousser. Ah oui, ok, ça c'est nouveau en termes de management. Deuxièmement, en fait, il va pousser ce qu'il va pousser, et pas forcément ce qu'on a décidé qu'il pousserait. Et donc, du coup, une partie de votre boulot, c'est de faire en sorte que ça se passe bien quand même, malgré cette incertitude. Et donc, si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas votre boulot de dirigeant. Et c'est ça que j'appelle rendre service. C'est un dirigeant qui enseigne, et qui enseigne de pair à pair, hein. C'est pas moi je sais, toi tu prends des notes. C'est bah écoute, moi je pense que c'est comme ça, et j'ai constaté que penser comme ça c'était utile parce que ça. Et l'autre il dit ouais, mais dans certains cas, penser comme ça peut être aussi utile parce que ah ouais, tiens, merci, on s'est échangé quelque chose, pair à pair. Et vous allez rencontrer, et votre métier c'est d'aller à la rencontre des petites cohortes. On en parlait tout à l'heure avec Fabien. Il y a un mot qui va devenir, qui est déjà là, mais qui devient prépondérant, c'est le mot communauté. C'est-à-dire que dans votre boîte, si vous êtes plus de 15, vous avez plusieurs communautés. Ces communautés, en fait, ont des signes d'appartenance. Et ils n'ont pas conscience qu'ils font partie d'une communauté. Non, c'est juste des gens à qui j'aime bien être. Mais ils ne se traitent pas de la même façon et ils n'ont pas le même langage d'une communauté à l'autre. Et donc une partie de votre boulot, c'est de détecter les signes d'appartenance à une communauté dans votre boîte. J'aime bien ce mot-là, parce que je le réhabilite un peu, parce qu'on a fait du communautarisme, ouais, et ça, du coup ça devient un mot un peu péjoratif. Mais communauté, ça vient du latin cum munus, qui veut dire être en dette ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, si nous formons communauté, ça veut dire qu'on se sent collectivement en dette envers quelqu'un, envers des ancêtres, envers des gens qui ont été là avant nous. Et donc c'est super puissant, super doux et surtout super moderne comme signe de vivre ensemble et d'être ensemble. Donc immergez-vous dans des environnements variés parce qu'en fait il va falloir que vous ouvriez les chakras sur la variété des codes possibles. Donc je ne vous dis pas d'aller écouter du punk demain matin. Moi je viens d'apprendre ce que c'était que la dub. C'est une danse électronique. C'est ma belle-fille qui danse ça. Je ne connaissais pas. Mais je suis sur TikTok, par exemple. Pour comprendre comment ils réfléchissent, enfin qu'est-ce qu'ils consomment comme médias ces jeunes-là. Et du coup, comment je peux les interpréter et à quoi il faut que je me prépare. Clarifier les compétences pour savoir ce que les jeunes vont apprendre chez vous. Voilà. Et puis votre nouveau rôle, c'est, je disais, d'équilibrer les codes d'appartenance. Voilà pour le management interculturel. Après, alors tout ça c'est expliqué dans le rapport de la DARES, hein, qui fait 80 pages. Je vous invite à le lire si vous avez une armoire normande à Calais. C'est assez invitable, donc je l'ai fait pour vous en 2 slides. C'est la différence qu'il y a entre le sens du travail et le sens au travail. D'abord, le sens au travail, c'est quoi? Est-ce que travailler chez vous, est-ce que ça a un sens? Et ça a un sens sur 3 niveaux, 3 aspects, 3 directions. Est-ce que le travail chez vous va m'offrir une capacité de développement? Ça y est, les chercheurs se sont aperçus, parce que c'est bien qu'on s'en aperçoive un jour, une des limites du confinement, c'est que la formation s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'en fait, travailler chez vous, c'est apprendre. Alors c'est bien sûr travailler, mais c'est apprendre en continu. Et donc quand les gens sont restés chez eux, même en télétravail, ils ont arrêté d'apprendre. Ils s'en sont pas aperçus, mais on sait maintenant que c'est une des limites en fait, du confinement. Donc du coup, est-ce que je vais apprendre vraiment des choses en travaillant chez vous? Le deuxième truc, c'est l'utilité sociale. En fait, est-ce que dans une entreprise dont le métier est de vérifier de la conformité, est-ce que ça sert à quelque chose indépendamment du fait que ce soit obligatoire? Je provoque un peu, hein. Mais c'est les questions qui... Et moi je pense le contraire, hein. Je pense que ça a un sens extraordinairement concret. Hein. Mais peut-être qu'il faut travailler ce discours chez vous.
Et puis la cohérence éthique. Les jeunes qui se disent comment est-ce que je peux continuer à travailler pour une entreprise qui nous prépare à un futur que je ne souhaite pas. Voilà. Peut-être vous n'avez que des 4x4 diesel de fonction. Eh ben, pour ma génération, ça aurait été waouh, super boîte. Pour la génération qui arrive, on va dire qu'est-ce que c'est que cette boîte? Merde. Vous voyez? Je suis, encore une fois, caricatural, mais démagogique pour être pédagogique. Ça, c'est le sens au travail. Mais à côté de ça, il y a le sens du travail. Et le sens du travail, c'est quoi? Le premier, c'est la finalité réelle. Finalité réelle, est-ce que la performance prescrite est bien celle qui est attendue? Je vais prendre un autre exemple, mais peut-être qu'il va vous parler. Vous prenez un conseiller bancaire. La performance prescrite, c'est conseiller au mieux le client, voire même, avec la mode de la raison d'être, développer le pouvoir d'achat, l'aider à gérer son budget. Le réel, c'est t'as vendu combien de codes de vie cette semaine? Je t'avais dit 14, t'es à 12. J'arrête de bouger un peu. En fait, c'est quoi mon métier? C'est conseiller ou vendeur de codes de vie. Vous voyez? Et cette dissonance-là, les jeunes que nous, on a accepté, les jeunes qui arrivent de moins en moins à la supporter. L'alignement avec les valeurs. Aujourd'hui, donc, elles doivent être ressenties dans l'ensemble des actes de l'entreprise et qui permet la fierté du travail bien fait. Est-ce que chez vous, les gens peuvent être fiers du travail qu'ils ont bien fait? Comment est-ce qu'on fait l'inverse de ça? Quand vous avez des gens qui font une partie du job. Quand vous avez des gens qui font complètement le job, il y a plus de chances d'être fiers du travail parce qu'il est entièrement fait. Si vous avez des gens qui font des bouts de job, ils auront du mal à être fiers du bout qu'ils auront fait, sauf à être félicités et en leur expliquant pourquoi on les félicite spécifiquement pour ça, mais ça demande une énergie de dingue. Et le troisième, c'est l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, alors je vous ai mis des mots compliqués, c'est mobiliser sa subjectivité, son intelligence pour faire face aux imprévus qui débordent les ordres, procédures prescrites. En clair, les laisser se démerder tout seuls. Le patron n'est pas là, la patronne n'est pas là, il nous arrive une cagouille et je vais gérer. Et en fait, vous apercevez que souvent, ils y arrivent. Alors, pas du tout comme vous aviez prévu, mais ils y arrivent. Et en fait, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça parce que ça fait partie de leur sentiment, 1, d'utilité pour la boîte, 2, d'avoir grandi parce qu'ils ont réussi à le faire tout seuls et qu'il n'y avait pas le choix à ce moment-là. Donc je vous dis, je vous affirme qu'une partie de votre boulot, c'est de ne pas être au boulot. Vous avez besoin de sortir pour vous en sortir. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à faire sans vous. Pour votre bien et pour le leur. Il y a aussi la fin du pro-perso. Ça, c'est des images de télétravail qu'on avait vues. Hein, voilà la réalité d'une réunion. Hein, je suis en Teams et en même temps je fais une pizza. Et tout le monde s'habitue à ça. Ah ouais, t'as mis du parmesan. Moi j'en mets toujours aussi. Enfin, on parle un peu des clients, quoi. Une dimension sur laquelle il vous faut agir, c'est celle-là. Avant, on vous disait, vous ne mêlez pas de la vie personnelle de vos collaborateurs. Sauf que depuis, il y a des gens qui se sont mis à s'intéresser à la vie personnelle de vos collaborateurs dans les boîtes peut-être un peu plus grosses. C'est les responsables de la sécurité informatique. Parce qu'avant, l'informatique d'une boîte, c'était assez simple. Hein, ça s'arrêtait à la salle, là, au data center, et puis au réseau. Non, là maintenant, votre système d'information, il va jusqu'à la box. Freebox, Livebox ou SFRbox ou je sais pas quoi, de vos collaborateurs dans le cadre du télétravail. Donc les premiers à franchir cette limite un peu taboue, ça a été les informaticiens et les gens qui s'occupaient de la sécurité. Maintenant, c'est les managers. Parce que, en fait, les gens qui vous disent « je pars parce que je me suis fâché avec mon manager », vous avez l'impression de dire « ah, mais tiens, je suis en retard d'un point de vue formation management », mais en fait, non. Ça fait longtemps qu'il y avait vraiment d'autres choses sous-jacentes qui concernaient sa vie perso et que si vous aviez pu l'anticiper, ça n'a pas forcément pu répondre, mais vous auriez pu aménager, etc. En fait, aujourd'hui, les gens ont besoin de faire une carrière, même si c'est un mot qui est un peu tabou aujourd'hui, mais d'avoir un parcours professionnel qui les enrichit. Ils ont besoin d'avoir une bonne santé. Qu'est-ce que vous faites pour la santé de vos collaborateurs, concrètement, hein?
Non mais puis en plus on peut faire des trucs super simples. Hein. Formation en premier secours. C'est-à-dire vous avez un défibrillateur chez vous, c'est obligatoire. Est-ce que vous faites venir les pompiers pour faire formation en massage cardiaque et tout ça? Ben, en fait ça rend les gens super fiers en fait. Et ils se disent tiens ma boîte ça sert pas qu'à faire de l'audit. Ma boîte c'est un truc plus grand que ça. Le couple. Donc on n'est pas obligé d'en parler. On n'est pas obligé d'en parler en public, tu vois. Mais du coup, c'est des domaines qui s'abordent et sans faire de patriarcat, machin. Mais du coup, on aborde les choses. C'est-à-dire que si je te dis de faire ça, en fait, ça va demander beaucoup plus de travail. T'en as parlé à ta femme, t'en as parlé à ton mari, t'en as parlé. Alors après, si c'est des gens qui sont en polyamour, vous débrouillez, parce que ça rend les choses plus compliquées. Mais voilà. Les loisirs. C'est dans les entretiens RH, s'intéresser à ce qu'ils font en dehors du boulot, parce que ça conditionne aussi leurs aspirations. Les gens qui font des sports individuels se comportent pas comme les gens qui font du sport collectif. Hein. Et plus ça vieillit, plus ça se diffère. Et famille, amis, environnement, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de politique RSE, en fait, vous prenez du retard. Parce que moi, j'anime un mouvement qui s'appelle les dirigeants responsables de l'Ouest. Et je viens de leur dire, parce que je suis le nouveau président, que la RSE s'est dépassée. Il faut passer aux entreprises régénératives. Et c'est peut-être l'avenir du réglementaire avec la comptabilité triple capital, bien sûr, mais également changer notre rapport avec le vivant, qu'on voit comme des objets et qu'il faut les passer en sujet. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois. La finance, comment ça va, indépendamment de combien je te paye. Et puis, en termes de développement personnel, voilà, qui tu pourrais devenir par rapport à qui tu es. Et tout ça, en fait, sans que vous ayez la responsabilité complète de toutes ces dimensions, vous avez le droit, voire même une partie du devoir, de vous y insérer, quoi. Et puis la raison d'être. En fait, je suis désolé, je vais être encore provocateur, il n'y a rien qui ressemble plus à un cabinet d'audit qu'un autre cabinet d'audit. En fait, vous pourriez dire, ouais, mais nous, on a un logo bleu quand même. Ouais. Ben non, parce que votre métier, en fait, c'est des métiers, 1, du chiffre, et 2, avec un encadrement réglementaire. Enfin, vous êtes déjà une compagnie, c'est pire, vous auriez pu être un ordre. Et en fait, du coup, moi je travaille avec beaucoup d'experts comptables et de commissaires en compte sur la deuxième vague de la raison d'être. C'est-à-dire qu'une première vague, mon copain Laurent Bazin, qui est un ch'timi comme tout, et qui est mon pote et mon expert comptable, il s'est fait une raison d'être sans m'en parler. Ah bah j'ai une super raison d'être, hein. Notre raison d'être c'est assurer, la gestion, la performance au service des humains et de la planète. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux faire de l'innovation avec ça? Qu'est-ce que tu veux te différencier avec ça? Tu dis que ton métier, ta raison d'être, c'est de faire ton métier super bien au service des humains et de la planète, et tu penses que tu es arrivé? Pas du tout. Pour vous dire, moi j'ai accompagné une boîte qui fait de l'ingénierie méca. Rien à voir, ingénierie méca. Et en fait, au bout de 2 jours de séminaire, je leur ai dit, je pense que votre why, on va voir ce que c'est, hein, c'est-à-dire le cœur de votre raison d'être, c'est de sortir les gens de la classe ouvrière. 15 personnes du COMEX en face de moi, grand sentiment de solitude, blanc, et tout d'un coup, il y a un des 2 frères qui dirige la boîte qui vient me voir et me dit, tu connais notre père? Je dis, non. Parce que je t'explique, notre père c'était un anarchiste en fait. Et en fait, il a monté sa boîte d'abord pour sortir ses frères de la classe ouvrière. Et je dis, en fait, moi qui ne connais pas votre père, je vous dis que cette énergie-là est encore dans la boîte. Donc si vous pensez que la raison d'être de la boîte, c'est de sauver la planète, ça n'est pas vrai. La raison d'être de cette boîte, on va l'aménager, on va la rendre plus acceptable d'un point de vue marketing, mais la véritable énergie de cette boîte-là, c'est de dire un message, écoutez, vous avez eu le parcours personnel que vous avez fait les études que vous avez, mais si vous vous intéressez à la technique, on peut faire de vous des ingénieurs. Par l'expérience, la validation des acquis professionnels, etc. C'est à ça que vous servez. C'est pas faire des études pour produire des pièces pour Manitou. Enfin, ça, c'est votre métier. La raison d'être, c'est un niveau au-dessus. Ce dont on parle avec la raison d'être, vous savez, c'est cette métaphore des tailleurs de pierre. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un mec qui se balade comme ça, et il en voit un autre qui a un marteau et un burin, et il est en train de taper sur un caillou. Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, je taille une pierre. Ah ok. Puis il continue. Et il envoie un autre avec un marteau, un burin qui est en train de taper sur un caillou. Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Et l'autre lui dit, je gagne ma vie. Ah ok. Pas la même chose.
Et puis il envoie un troisième, et qui est encore en train de taper sur un caillou avec un burin et un marteau. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je construis une cathédrale. Lequel des trois préférez-vous être? Peut-être le troisième. Mais c'est tellement réel que les Américains appellent déjà ça cathedral thinking. C'est-à-dire à quoi je sers finalement avec ma journée d'aujourd'hui et avec les obligations réglementaires associées, etc. Finalement, à quoi ça sert ça? Alors on peut dire des tas de choses, je vais vous en dire d'ailleurs. Mais peut-être que chez moi, ça sert à un truc particulier. Donc, ça vient d'où ça Oui, ils ont l'air gentils. Hein. C'est Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat qui ont été à l'origine de la partie de la loi Pacte, que vous adorez tant, hein, sur la partie, la possibilité de mettre sa raison d'être dans ses statuts. Alors, qu'est-ce que c'est que le why? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que c'est la vision? En fait, non. Être un acteur reconnu dans le domaine d'activité du machin, dans la région Occitanie ou Hauts-de-France, machin, ça, c'est une tête de vision, ça. La vision, c'est quoi? C'est qui je serai et où je serai, moi, en tant que collectif, dans 5 ans. Ça, c'est une vision. Est-ce que c'est la mission? Alors là, il y a une ambiguïté sur le terme, parce que, en même temps, la mission, c'est un terme du vocabulaire de la stratégie, et en même temps, on dit entreprise à mission. Est-ce que c'est la même mission? Non. C'est un homonyme. Et je dis ça pour être gentil. Sinon, je dis une erreur. La mission en langage stratégique, c'est quoi? C'est permettre à l'ensemble des acteurs du domaine de la machin d'optimiser truc. Ça, c'est un peu comme la vocation en fait, de votre entreprise. Le why, c'est quelque chose qui a été développé par cet homme-là, en fait, qu'il a développé, qu'il a mis en lumière, parce que si vous relisez l'histoire protestante du capitalisme, vous allez retrouver des trucs qui ressemblent à ça. Mais bref, Simon Sinek, Simon Sinek en picard, hein, qui a fait une conférence TED, et qui est la conférence TED la plus regardée dans le monde. Vous savez, les conférences TED, c'est des conférences qui durent 17 minutes, qui sont des intervenants qui changent le monde, en fait. Et, alors, ouais, par contre, j'ai oublié de prévenir, peut-être pour la logistique, il faut avoir un gros niveau d'anglais. Why? How? What? Ça va? Personne n'est perdu? Fini! Vous avez le niveau, voilà. En fait, il a fait 3 cercles concentriques, why, how, what. En fait, il dit qu'il y a une bonne façon de faire les choses et une mauvaise façon de faire les choses. La mauvaise façon de faire les choses, c'est partir du what. Juste pour vous illustrer ça, il dit que... Est-ce que vous connaissez le baladeur MP3 Dell? Non, peut-être pas, c'est normal, ça a été un four commercial incroyable. Dell s'est dit, pas trop Jean-Pierre, moi je suis sûr que les gens, en allant au boulot, en revenant du boulot, et même parfois au boulot, ils voudront écouter de la musique. Pour s'isoler de Martine, qui parle trop fort au téléphone, par exemple, dans l'open space. Et en fait, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un boîtier en aluminium, avec un disque dur, une batterie, un écran digital, une prise jack. Et puis, comment on va faire ça? On a des usines qui savent fabriquer les ordinateurs, donc un baladeur MP3, ça devrait le faire. Quoi. Pourquoi on va faire ça? Pour gagner du pognon, accroître notre part de marché sur les segments des 18-25 ans. Et il y a une autre entreprise qui s'est dit, c'est quoi notre why? Pourquoi le monde est mieux parce qu'on existe dedans? C'est-à-dire, le monde est mieux parce qu'on existe dedans, parce que nous, on combat l'ordre établi. Il y en a assez que ce soit toujours les mêmes offres, que ce soit toujours les gros qui décident de notre destin, etc. Et donc comment on va faire ça? Eh bien, on va permettre à tous les gens qui sont créatifs, tous les gens qui pensent différemment, de pouvoir matérialiser leur création. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont fait l'iPod, puis après l'iPhone. Pas du tout le même succès commercial que le baladeur MP3 Dell. Vous allez me dire, c'est quoi un iPod? C'est une coque en aluminium, un écran digital, une batterie et puis un disque dur, puis une prise jack, très important. C'est la même chose. Alors, et pour me dire, ah mais il y a quand même un qui est plus design. Oh, ouais, si vous voulez, quoi. Mais il y en a d'autres qui ont essayé de faire des iPods sans faire l'iPod, quoi. Sauf que eux, en fait, ils ont fait quelque chose d'aligné avec à quoi ils servaient sur la Terre et ils y ont réfléchi. De quoi on parle? Ça, c'est le cerveau de la tête, comme disait ce philosophe que j'aime tant, qui s'appelait Johnny Hallyday. Avec 3 parties. Le reptilien. Le reptilien, c'est celui qui dit qu'il y a du danger.
qui dit est-ce qu'il y a du danger, il n'y a pas du danger quoi. Donc quand il y a du danger, le signal arrive au cerveau reptilien qui dit il y a du danger, qui met en activation votre système neuronal autonome et qui donc vous fait faire des choses alors que vous n'êtes même pas conscient de l'information. Exemple, si vous voulez le faire vous-même, vous mettez votre main sur une plaque chauffée à blanc, vous aurez enlevé votre main pour quand vous vous direz ah oui c'était chaud. Vous dites pas ah c'est chaud, j'enlève ma main. Non, c'est le cerveau reptilien qui fait le job. Donc vous voyez, voilà, il a deux positions, excité ou au repos. Tant qu'il n'y a pas de danger, il laisse passer le truc. Quand il n'y a pas de danger, ça arrive au limbique. Et alors le limbique, c'est le cerveau des émotions. Et donc le message qui arrive de vos sens, peut-être que ça vous fait penser à des trucs hyper bien, ou nostalgiques, comme ça, vous voyez, ça c'est le limbique qui fait ça. Et puis si jamais ça résiste aux émotions, ça arrive enfin dans le néocortex, dans la partie corticale du cerveau, qui est le cerveau de la pensée et de la rationalité d'Excel. Tu voyez, là où vous pouvez prendre des décisions rationnelles. Le problème, c'est que c'est pas avec ça que vous décidez de vous mettre en mouvement. Les Anglais ont un proverbe que j'adore, c'est « What moves me, moves me ». C'est ce qui m'émeut qui me met en mouvement. Parce que personne ne court dans la rue parce que c'est raisonnable. Vous courez dans la rue parce que vous êtes amoureux. Vous courez dans la rue parce que vous avez peur de rater votre bus. Vous courez dans la rue parce que vous avez peur de passer à côté de quelque chose auquel vous tenez vraiment. Vous connaissez cet homme-là? Regardez s'il avait dit ça. Ça a peut-être eu moins d'impact, non? Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Martin Luther King qui disait plutôt « I have a dream ». J'ai un rêve. J'ai fait un rêve d'ailleurs. Si vous dites « I have a plan », vous parlez au cortex, vous ne parlez pas au limbique. Vous voyez tout de suite la sensation? Et donc du coup, il y a des boîtes qui se sont dit « En fait, il faut qu'on intéresse les gens à des causes plus grandes que nous ». Et en fait, le fait que les mots soient dans le cortical et les émotions soient dans le limbique, c'est génial, hein, parce que ça nous a permis d'avoir la poésie. Parce que, dis-moi, tu es marié? Tu aimes ta femme? A priori. Ouais. Pourquoi? On va commencer. Non mais attends, je te la fais tout de suite. Merci d'avoir fait l'exemple. Parce qu'elle est belle, ouais, t'en connais d'autres des belles femmes. Parce qu'elle est intelligente, t'en connais d'autres des femmes. Parce qu'elle est drôle, t'en connais d'autres des femmes. Parce qu'elle est cultivée, parce qu'elle est élégante, t'en connais d'autres. En fait, tout ce que... Merci pour l'exemple. Tout ce qu'il va pouvoir me dire sur les raisons pour lesquelles il aime sa femme va être complètement périphérique et complètement anecdotique par rapport à la réalité et à la qualité de son amour pour sa femme. Tout simplement parce que les mots sont dans le limbique et que les émotions sont dans le cortical. Alors moi je pensais que la meilleure façon de dire les choses c'était Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. La classe. Et après j'ai lu Christian Bobin qui disait puisque vous me demandez, je vous le dis. Puisque tu me demandes, je te le dis, tu es celle qui m'empêche de me suffire. Là, ça envoie si vous voulez pécho, hein, c'est gratuit, c'est cadeau. Et en fait, ce dont on parle, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut du temps pour trouver sa raison d'être authentique qui va parler au limbique. Patagonia, depuis 20 ans, dit que leur raison d'être, c'est d'utiliser le monde des affaires pour inspirer et mettre en place des solutions à la crise environnementale. Là, le patron de Patagonia dit « je prends ma retraite ». Du coup, il y a un vrai problème, c'est à qui je vends ça? En fait, il a décidé de le vendre, en fait non, de le donner à une fondation. Et moi, je suis nantais, parce que j'habite à Nantes aujourd'hui. Il y a déjà 5 boîtes autour de moi, des ETI, dont le patron vient de faire ça. Ils viennent de vendre quelques actions aux collaborateurs, donner quelques actions aux collaborateurs et faire cadeau de la majeure partie du capital à une fondation qui va récolter les bénéfices tous les ans et qui sert à de l'environnemental, du sociétal, du caritatif. Zappos, c'est une boîte qui n'existe plus, mais qui a été montée par Tony Kier. Si vous voulez en savoir plus, il y a un bouquin qui s'appelle L'entreprise du bonheur, et qui dit qu'en fait, sa raison d'être, c'est de trouver tous les jours des raisons nouvelles de faire sourire les gens. Quel rapport avec le métier? Le métier de Zappos, c'est de vendre des chaussures par Internet. Rien à voir. Mais c'est sa raison d'être, donc c'est sa raison d'être. Et en fait, le pouvoir que ça a, c'est qu'en fait, un jour, il raconte dans son bouquin qu'il se baladait sur les rayons d'expédition. Donc vous voyez le truc, hein, vous avez les cartons d'expédition qui arrivent ici, cartons de chaussures qui arrivent là, le polystyrène qui arrive ici. L'idée, c'est de mettre tout dans le carton, un coup de scotch et ça part, quoi. Entre midi et 2,
ils allaient au Super U, au Cora chez vous, du coin, et ils allaient acheter les bonbons Créma, les gens de l'expédition, et ils mettaient 3 bonbons dans le polystyrène. Alors on se met en perspective de l'autre côté du client. Le client, il a commandé des chaussures, peut-être même des chaussures chères, et il les reçoit à l'heure, parce que l'expérience client, c'est d'abord vous commencez par être excellent sur les process, et après vous faites du plus. C'est pas le plus qui rattrape votre médiocrité sur les process. Autre chose dans l'ordre. Donc le client ouvre ça, ses chaussures sont arrivées à l'heure, et en plus il y a 3 bonbons. Comment ça s'appelle ça? Ah, il répondait pas. Messieurs, je vais vous apprendre un nouveau mot très important. Ça s'appelle une attention. Notez-le, vous allez oublier. Je pense que je viens de sauver 4 couples, moi, ce soir. Une attention. Quand vous avez des attentions en fait, pour vos clients, ça sert à rien d'avoir une politique de fidélisation avec des points et des machins et des trucs. Laissez-vous le loisir de leur faire plaisir, d'avoir des petites attentions pour eux, surtout si c'est des attentions qui vont dans le sens de votre raison d'être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'expérience client washing, parce que vous allez copier ce que fait un concurrent, mais votre concurrent il n'a pas la même raison d'être que vous, qu'il la connaisse ou pas, et que vous la connaissiez ou pas, votre raison d'être. Parce que si vous copiez et que ce n'est pas vous, l'exemple, le retail le plus rentable du monde, c'est Apple, c'est les Apple Store. Alors qu'ils sont dans les endroits qu'ils ne possèdent pas, qu'ils louent très cher, avec énormément de stock, avec des gens surpayés, qui ne sont même pas à la com. Les vendeurs de chez Apple, ils ne sont même pas à la com. Je suis tombé de ma chaise, on a pris ça. Et un jour où j'étais déprimé, je suis allé faire de la compensation en achetant un iPad, un grand ordinateur, comme un geek qui découvre qu'il a un hémisphère droit, donc il va chez Apple. Et en fait, je lui dis, ah tiens, j'ai fait votre journée là, peut-être. Il dit, mais non, vous savez, moi je suis pas payé à la com en fait. Je suis là vraiment pour vous conseiller. Ah oui, d'accord. J'étais un peu déçu du coup, je dis, bah, je vais pas vous prendre ça. Et en fait, voyant ça, Orange s'est dit, bah, moi aussi je vais faire des Orange Store. Vous êtes déjà allé dans un Orange Store? Non mais sérieux, c'est pas une blague? Alors évidemment c'est moins rentable. Ah tu m'étonnes. Mais en fait, on en parlera tout à l'heure, sauf que Orange c'est un souverain et Apple c'est un producteur. Et c'est pas du tout les mêmes natures de raison d'être. Donc ils peuvent pas du tout faire les mêmes choses. Alors on va trouver la nôtre, ça peut être transformer le monde, ça peut être sauver la planète, ça peut être apporter une information à l'échelle mondiale. Si vous la trouvez un peu tarte à la crème, celle-là c'est une petite PME qui n'est pas très connue, qui s'appelle Google, qui a cette raison d'être. Donc le why, là, c'est la seule chose qui est stable dans l'entreprise. En effet, la vision, ça change avec le temps, parce que tous les 5 ans, vous remettez en cause votre vision, évidemment. La mission, ça change avec le métier que vous faites ou les cibles que vous adressez. C'est-à-dire que si demain, une partie de votre filiale s'adresse non plus à des pros, mais à des particuliers, vous êtes obligé de changer votre mission. La marque, ça change quand vous pensez qu'il est temps. Moi, je vois plein de cabinets qui changent de... Moi, j'ai bossé avec, je sais pas, vous connaissez vos collègues de chez Strego, voilà, qui s'appelle Baker Tilly maintenant, voilà. Et de même que Sorégor, ça s'appelle TBS TGS, voilà. Quand vous pensez que c'est le moment, et la stratégie, ça change à chaque aléa et chaque opportunité. Je la remette? Donc, on voit pas bien là, mais le monsieur, il a un tatouage où c'est marqué Harley Davidson. J'ai pas vu grand monde avec un tatouage Kawasaki, moi. Ou Honda. Ça veut dire qu'il y a des marques qui incarnent véritablement autre chose que les produits qu'elles fabriquent. Quand je dis les produits, c'est au sens marketing du terme, c'est-à-dire produits ou services. Donc l'idée, c'est de diffuser un message clair à un public le plus large possible et penser qu'une autre voie est possible. Je passe rapidement là-dessus. Mais justement, si je prends le why de Honda, le why de Honda, c'est pas de faire des tondeuses, ni des motos, ni des voitures. Le why de Honda, c'est de contribuer à la mobilité du plus grand nombre. Ben ça, c'est un des premiers avantages d'avoir un why ou d'avoir une raison d'être, c'est l'innovation. Un jour, il y a 2 ingénieurs qui discutent et pour blaguer, ils se sont dit tiens, on va souder des bouts d'aluminium là comme ça et on va mettre un moteur, etc. Et ils ont fait ça. Ils sont devenus numéro 1 mondial parce que inventeurs des exosquelettes pour aider les personnes âgées à marcher. Vous savez comment on développe l'innovation? Je vais vous donner un secret. Comment on développe l'innovation? On peut pas. On peut pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est enlever les freins à l'innovation. Parce que l'innovation, elle va très bien quand vous foutez la paix.
L'innovation, c'est quoi? C'est que vous prenez votre douche, j'allais dire vous rasez le matin, ça dépend qui, voilà. Et regardez, moi je suis barbu. Ok, pas drôle ça. Et en fait, vous avez dit ah tiens, j'ai une idée géniale. C'est quoi la phrase que vous dites juste après? Ah non, c'est une connerie. Oui? Comment ça s'appelle ça? De l'autocensure. Le principal frein à l'innovation, c'est l'autocensure. Sauf que si vous avez une idée qui va dans le sens de la raison d'être de la boîte, vous allez oser en parler à quelqu'un. Et à partir du moment où ça vous dépasse, c'est là qu'on maximise les chances d'en faire un projet. Je n'ai pas dit que ce sera un produit rentable, que ce sera magique, etc. Mais déjà, que ça sorte de votre tête pour en faire un projet. Et c'est ce qui s'est passé chez Honda. Et donc, comment est-ce qu'on trouve son why? Je vous le dis, voilà, vous venez de vous économiser 3 jours de séminaire avec moi. Alors, on le trouve, règle numéro 1, en arrêtant de le chercher. Parce que vous voyez bien que c'est du limbique, donc si vous y allez en frontal, vous n'allez pas y arriver. C'est la même question, c'est t'aimes ta femme, pourquoi? Convention réglementaire, seuil, ça bug. Oui. Donc, en fait, on ne va pas chercher son what, on va pas chercher son why, on va chercher son what. Et votre what, c'est déjà super intéressant. Hop, je vais trop vite. Le what, c'est quoi? C'est pas ce que vous faites, c'est qu'est-ce que les clients font avec ce que vous leur vendez. Moi, j'avais une boîte d'informatique avec 8 business units qui faisaient des métiers différents dans l'informatique. Donc, quand on me demandait, tu fais quoi? Je dis, bah, je suis informaticien. Vous voyez que vous ne vendez jamais rien avec ça. Vous n'allez pas mettre ça sur votre site web. Je disais que SEED, ça faisait de l'accélération de la transformation digitale. SEED n'a jamais accéléré la transformation digitale de qui que ce soit. C'est les clients qui accélèrent leur transformation digitale en achetant du SEED. Qu'est-ce que font les clients quand ils vous achètent vos prestations? À part, bah ils n'ont pas le choix, c'est obligatoire. Non. À part ça, quand ils vous l'achètent à vous spécifiquement, qu'est-ce qu'ils font? On peut passer une demi-journée à essayer de répondre à cette question à plusieurs, et c'est déjà super intéressant. Et le what est très intéressant parce que c'est la base du commerce et du marketing. Le what, ça concerne le dehors. Après, on va trouver son how. Comment on trouve son how? C'est quand vous remettez l'histoire de la relation client, qu'est-ce que vous constatez, qu'est-ce qui revient sans cesse, qu'est-ce qui finalement vous étonne. Je vous le fais en plus court. Je prends un exemple. Qui peut me donner le nom de son cabinet? Ah, c'est dur comme question, je vous ai pas... Vous êtes en forme, hein. Alors là, c'est pas de piège. Hein. Et je me foutrais pas de sa goule. J'ai besoin d'un nom de cabinet. J'ai pas entendu. CAC. CAC. Oh, encourageux. Vous faites un exercice chez vous. Dit voilà, on est à la première réunion, je vous souhaite la bienvenue, à la première réunion des CAC alumni. C'est-à-dire en fait le club des anciens de chez CAC. Quelles sont les histoires de la boîte qui vous reviennent? Surtout les histoires auxquelles vous n'avez pas participé. Et là, qu'est-ce que vous allez faire remonter? Vous allez faire remonter les légendes de votre propre boîte. Et vous allez savoir à quoi les gens sont sensibles sous la forme narrative. Et là, vous voyez qu'on s'approche un peu plus du limbique. Et vous allez regarder ça, et vous dites, tiens, qu'est-ce qui se répète comme schéma? Et qu'est-ce qui est étrange, bizarre? Et votre how est là. Et c'est quoi votre how? C'est, chez nous, on travaille comme ça, en fait. Et on aime travailler comme ça. Je vous donne un exemple chez moi. Un jour, notre premier client au ERP, c'était pour une entreprise qui faisait des bougies. En fait, on lui a dit, bah, ça va coûter 100. Et au final, ça a coûté 350. Donc si on était une boîte sérieuse d'informatique, à 80, on fait une réunion de crise et on dit monsieur le client, on a déjà dépensé 80, on sait qu'à 100, ça ne va pas finir, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on n'a pas fait ça. On s'est dit, on ne peut pas laisser un industriel dans la panade, parce que l'ERP, c'est vraiment le cœur de sa gestion de production, etc., etc. Et donc, on est allé jusqu'à 350. Évidemment, on a facturé 100, et évidemment, on s'est fait virer comme des malpropres, parce que le projet a mis beaucoup plus de temps que prévu. Mais on fait comme ça. Alors, il se trouve que le client a fait appel à un concurrent pour la deuxième tranche, et au bout de 3 semaines, il a viré pour nous reprendre. Mais parce qu'il s'est aperçu qu'on connaissait hyper bien sa boîte et qu'on allait en fait 15 fois plus vite. Et que du coup, il avait super confiance en nous. Et donc j'ai fait, et j'ai constaté qu'on était des hommes et des femmes de soins et d'attention. Et donc le why, le how de SEED, c'est digital care. J'ai mis digital pour faire un genre,
mais c'est care, le mot super important. On est des gens de care, de soins et d'attention. C'est ça qui résume notre façon de faire. Et une fois que vous avez des valeurs qui ont été définies, et pas des valeurs... Il n'est pas là, Yannick Olivier? Non, il est parti? Je vais pouvoir me foutre de lui. Pas des valeurs genre équipe, progrès, expertise. Hein. Vous avez ça sur votre site web, non? Ça, c'est ce qu'on appelle des valeurs de marque, ça. En management, on appelle ça des valeurs pourries. En fait, c'est des valeurs pour les marketeurs, ça. C'est pas les valeurs avec lesquelles vous allez faire du management chez vous. Les valeurs, dans une entreprise, surtout quand elles ont été définies par les collaborateurs, c'est les limites de votre terrain de foot. À quoi ça sert un chef? Alors Chirac dirait à cheffer. Mais un chef, ça sert à faire du command and control dans les entreprises qui ne sont pas des entreprises libérées. C'est-à-dire, je te dis ce qu'il y a à faire et je vérifie que tu as bien fait. Ok. Bon, maintenant que vous êtes tous épanouis, que vous avez des entreprises libérées, il n'y a plus ça. Mais le chef, ce que dit pas Isaac Getz, qui est l'artisan des entreprises libérées, c'est que le chef, ça sert aussi à faire l'arbitrage entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. En gros, si vous ne venez pas bosser demain matin et que vous n'avez pas de chef, qui c'est qui va vous engueuler? Personne, parce que les autres, c'est vos collègues. Et si vous n'avez pas le temps dans votre métier, c'est que vous passez aussi une partie de votre temps à faire la police. Eh bien, organisez l'ordre sans vous. Pour organiser l'ordre sans vous, il faut que vos collaborateurs aient des valeurs. Je vous donne un exemple. Chez CID, les valeurs, c'est intégrité, respect, solidarité. Demain, tu viens pas bosser, je peux te dire, en fait, ce que tu fais, c'est pas intègre, parce que tu m'as pas prévenu, quoi. Ou bien ce que tu fais, c'est pas solidaire, parce qu'on a été obligé de bosser à ta place, et c'est pas respectueux, parce que du coup, on s'est tous couchés tard, et nous aussi, on a des familles, quoi. Et en fait, chez CID, quand vous commencez à frôler le fait d'éventuellement parler de l'éventualité d'une valeur, tout le monde se met au garde à vous, quoi. Et donc, il n'y a pas besoin de la fonction du chef pour faire cet arbitrage entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif, parce qu'il y a les valeurs. Et le how plus les valeurs, c'est ça qui vous permet un management responsabilisant avec des gens qui peuvent gagner, qui ont les vrais outils pour gagner en autonomie, à part la formation pour être manager, etc. Mais les vrais outils pour exercer leur fonction de management. Donc je vous dis, le what, c'est pour les clients, c'est marketing, c'est commercial. Le how, c'est du management. Et le why, c'est quoi? C'est de la stratégie, on va en parler. En fait, je prétends, j'affirme que dans tous les créateurs d'entreprises, tous les créateurs, créatrices d'entreprises, il y a un ou une rebelle. C'est-à-dire que, en fait, dans votre enfance, si vous êtes créateur, même je suis certain repreneur, il y a ça, dans votre enfance, dans votre adolescence ou dans votre jeune vie d'adulte, il y a eu la rencontre entre deux choses. Le monde tel qu'il devrait être, qui a rencontré le monde tel qu'il est. Et dit, bah, c'est pas les mêmes. Et donc moi j'affirme que inconsciemment, vous avez créé dans votre carrière peut-être une de vos boîtes inconsciemment pour résoudre cet écart. Et le why de votre boîte est à cet endroit-là. Donc comment on va le chercher, etc. Mais la base c'est ça. Et donc comment on va le chercher? Moi, je vous ai dit, je vais raconter la blague tout à l'heure de l'entreprise d'ingénierie. Le papa n'était pas dans la salle. Et pour autant, c'était déjà là. Donc, on peut aller le retrouver, même si les personnes ne sont plus là, même si les personnes ont quitté l'entreprise, voire même quand les personnes sont décédées. Et donc, du coup, dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre jeune vie d'adulte, quel est le premier constat d'écart entre le monde normal et la réalité? Et donc, en résumé, le what, c'est que font les clients avec ce qu'on leur vend. Le how, c'est qu'est-ce qui me vient à l'idée, qu'est-ce qui m'étonne dans nos histoires, et notamment l'histoire de relations clients. Et quel est le constat d'écart entre le monde normal et la réalité qui m'a le plus marqué? Et là, vous avez le why de CID, du coup, c'est de libérer le potentiel de l'ensemble des humains que nous croisons. Moi, j'ai fait une école de commerce, je vous ai dit, je ne fais pas de l'informatique par passion pour les ordinateurs. Je fais de l'informatique parce que je déteste l'administratif. Et donc, du coup, j'ai dit, ben, tout ça, on peut l'automatiser, quoi. Et que la sous-secrétaire comptable stagiaire redoublante, si on la débarrasse de tout ce boulot de caca, eh ben, elle peut avoir les 3 idées géniales qui révolutionnent la boîte, quoi. Encore faut-il pouvoir automatiser ce qui est du travail d'un sous-robot. Parce qu'un robot, ça ne prend pas de RTT, un robot c'est jamais malade, ça n'a pas de congé mat, ça n'a pas de congé pat, ça n'a pas de vacances,
Et donc si votre travail est substituable par un robot, en fait c'est que vous employez des sous-robots chez vous. Donc si un jour ils en ont marre d'être des sous-robots, vous n'étonnez pas qu'ils partent. Et donc en termes de raison d'être, donc je vous en ai mis une là, notre organisation promeut les missions et les principes éthiques de notre métier, profession d'intérêt général, créatrice de solutions de confiance, transparence, sécurité, transfert économique, environnemental, l'innovation, pension à vente. Vous trouvez ça bien? On sait d'où ça vient. C'est la vôtre. Voilà. Oups. Alors la dernière fois que j'ai fait ce coup-là, il y avait Yannick Olivier en face de moi, qui était président de CNCC. J'ai dit, ah, on sait, je peux finir la conf ou je suis viré déjà? Et il m'a dit, non, t'as raison, c'est pourri, il faut changer ça. Bon, d'accord. Et donc vous voyez que cette raison d'être, ça n'obéit pas en fait à Sougeli, parce qu'on ne peut pas la prendre par cœur en fait en gros. Et puis elle cherche à convenir à tout le monde, donc finalement elle n'apporte rien, c'est un bouche-trou. Vous voyez? Elle n'apporte aucune singularité. Et c'est de singularité dont on a besoin et dont vous avez besoin pour recruter. Pour dire que bah non, chez nous, c'est pas chez EY. Il n'y a personne chez EY. Non mais voilà, j'arrête pas de vexer les gens à chaque fois, mais tout ça est affectueux. Et donc on peut aller encore plus loin avec l'approche de ce type là, que j'adore, qui s'appelle Patrick Mathieu, qui a travaillé à partir des travaux de Dumézil. Dumézil, c'est un ethnologue français qui a été à travers le monde et qui a recueilli l'ensemble des histoires, contes et légendes à travers le monde pour regarder les similarités qu'il y avait entre... Et il en a déduit qu'en fait, il y avait des similarités. Dans toutes les histoires qu'on se raconte depuis la nuit des temps dans le monde, il y a des souverains. Donc, je vous ai mis un gentil, hein, vous voyez. Il y a des guerriers, plutôt beau gosse, guerriers. Et puis il y a des producteurs. Et donc, ces boîtes-là travaillent vraiment très différemment selon plein d'aspects. Le lieu de l'action, le principe de l'action, la gestion, voilà, ça fait les tableaux, etc. Je vous laisserai lire tout ça chez vous, vous n'avez pas besoin de moi. On va juste parler des marques de voitures allemandes. Mercedes souverain. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le bâtiment notamment, avoir une Mercedes, c'est arrivé quelque part. Hein? Alors, ouais, j'espère que vous avez lu tous les livres qu'on vous a demandé de lire et de regarder les films aussi, parce qu'il fallait regarder La Vérité si je mens avant de venir. Dans les premiers dialogues, il y en a un qui dit « Ouais, mais moi, j'ai une Mercedes. Ouais. » La Mercedes, c'est un signe d'élévation sociale. Avec le même budget, hein, vous pourriez acheter une BMW. Les gens qui achètent une Mercedes pour ça n'achètent pas de BMW. Les gens qui achètent des BMW sont des gens qui aiment doubler sur la route. Ma BM, elle va plus vite que ta Mercedes. Et même si 3 années modèle plus tard, ils ont une voiture de manouche, ils s'en foutent. Parce que pendant 3 ans, ils auront doublé tout le monde sur la route. Et puis les gens qui achètent une Audi, ah bah non, mais moi j'ai une voiture qui fait doudou, hein. Moi qui bien prend soin de moi, voilà. Ah oui, il y a de la sécurité, ah c'est bien. J'ai hésité entre ça et une Volvo, oui. Et puis dans 10 ans, ma voiture, elle ressemble finalement à la modèle qui vient de sortir, elle n'a pas beaucoup changé. Et donc du coup, j'ai pas honte, voilà. Et donc en fait, on n'achète pas, vous voyez, c'est très similaire, hein, des marques de voitures allemandes avec le même budget, pas du tout les mêmes types de marques. Il y en a un qui a un Y souverain, il y en a un qui a un Y guerrier, et il y en a un qui a un Y producteur. Et en fait, dans un village ch'timi qui fonctionne bien, ça marche partout, hein. Il y a 3 bars. Il y a le Royal, qui est à côté du Cheval Blanc, vous savez. Il y a le Café des Sports, et le Rendez-vous des Amis, ou chez Maurice. Et ils sont au Carrefour. Et à ce Carrefour-là, il y a tout le temps du monde. Parce que les gens, il y a les clients typiques du Royal, les clients typiques qui vont voir le foot au Café des Sports, et puis il y a les clients typiques du Café des Amis ou chez Maurice. Et vous pouvez aller dans les 3, mais pas pour les mêmes raisons. Si vous allez pécho, par exemple, bah vous allez au Royal, vous n'allez pas au Café des Sports. Sauf si c'est une fan de foot aussi, alors vous vous débrouillez. Mais ça, c'est un village qui fonctionne bien. S'il en manquait un des 3, il en manquerait un. Et c'est la même chose avec la stratégie, en fait. C'est-à-dire que je fais des blagues, mais je ne fais pas des blagues. Marché des télécoms, Orange, souverain. Souverain, ça ne veut pas dire qu'il y a le plus de parts de marché, hein.
Souverain, c'est celui qui décide ce que c'est que le marché. Guerrier. Qu'est-ce que c'est qu'un guerrier? C'est celui qui apporte l'innovation. C'est la rupture par rapport au souverain. Producteur, Bouygues, on les reconnaît parce qu'ils sont toujours numéro 1 de la relation client. De quelque chose. Il n'y a que ça qui les intéresse. Free arrive dans ce beau trio à 3. Il y en a un qui fait dans les couches, c'est Bouygues. Parce qu'il se dit, bah, je suis le dernier arrivé, j'ai le plus petit réseau, et il va attaquer fort sur les tarifs, etc. Si vous faites une analyse marketing stratégique habituelle, du positionnement tarifaire, SFR, c'est un peu comme Orange finalement, et puis Free, ça va attaquer bas de gamme, low cost, et donc du coup, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que la menace, c'est pour Bouygues. Puis Bouygues baisse ses tarifs, et puis ils se disent, on se reconnaît plus, parce qu'on n'a plus les moyens de faire ce qu'on aime, c'est en fait de la relation client. Donc ils réaugmentent ses tarifs et ils reviennent à notre point de départ. Et effectivement, le seul qui a morflé de l'arrivée de Free, c'est SFR. C'est là qu'il y a eu les plans sociaux. Alors qu'ils n'ont pas du tout le même positionnement tarifaire. Seulement, quoi, Free, c'est un guerrier, comme SFR. Donc quand un guerrier arrive sur un marché, il s'attaque d'abord au guerrier. Un producteur ou un souverain, c'est pareil. Une des définitions de la stratégie, c'est de bien vivre avec son concurrent. Encore faut-il savoir qui sont vos concurrents à qui vous devez bien vivre et qui sont vos ennemis potentiels. Et vos ennemis potentiels, c'est ceux qui ont le même type que vous. Ça sert aussi à ça, le why, à faire de la stratégie. Donc du coup, il y a 3 noyaux de singularité, et puis 3 couches, what, how, why, sachant qu'on est tous les 3, donc ça fait factoriel 3, mais comme le jour où on en a parlé en seconde, redoublant, vous êtes dormier, ça fait 6. Factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Donc ça fait 6 noyaux de singularité, je vous laisserai les regarder, je rentre dans le détail, et en plus, il y a l'échelle Bravo, parce que tout ça, ça se met sur une échelle. Parce qu'en fonction de votre niveau de maturité, vous avez un B comme bullshit, parce que vous pensez que tout ce qu'il raconte David, c'est pas bien. Ça sert à rien, c'est pas ça le business. Après, vous pouvez vous dire, ah non mais moi j'ai une raison d'être, et c'est un peu ma botte secrète. C'est ça ce qui fait la différence avec les autres cabinets. Après, vous pouvez vous dire, en fait, je suis prêt à renoncer à des choses au nom de ma raison d'être. Là, ça rigole plus, hein. C'est plus la même chose. Après, vous pouvez vous dire encore plus, je suis prêt à surinvestir hors business au nom de ma raison d'être. Et puis après, dans les 2 derniers, vous dites, ma raison d'être, elle est tellement importante que je ne peux pas être la seule entreprise qui le porte, donc il faut que je fasse des alliances stratégiques avec d'autres entreprises qui ont des raisons d'être proches. Et qu'on travaille en écosystème et en interdépendance pour mener ça à bien. Et donc du coup, si vous vous trouvez une raison d'être dont la formulation est là, et que votre boîte, elle est là, ça va pas marcher. Il vous faut une raison d'être un cran au-dessus de là où vous êtes. Si chez vous, les gens ils disent que tout ça, non mais tout ça c'est un peu nul, tout ça c'est du market, comme j'entends dire, tout ça c'est du marketing, et bien en fait, il vaut mieux que vous ayez une raison d'être qui est là. Si les gens commencent à s'habituer au fait que ce serait pas mal d'être différent des autres, ben vous pouvez vous dire, il faut une raison d'être de ce niveau-là. Vous voyez, un cran au-dessus à chaque fois. Pour aller demain vers en plus l'entreprise régénérative, avec plusieurs niveaux de maturité d'entreprise. Le premier, c'est l'entreprise black, c'est les entreprises qui respectent la loi. Tu pollues là? Ah ben ouais, mais c'est pas illégal. Ah ok. Black. Donc ces entreprises-là, on va avoir de plus en plus de mal à recruter malheureusement. Hein. Enfin, heureusement en fait, pardon, excusez-moi. Après, une entreprise green. Ben nous, on fait de la RSE. Ouais, t'es fou, hein. On est ISO 26000 et tout. Hein. On est Lucie et tout. Hein. On est green à mort. Qu'est-ce que c'est que les entreprises green? C'est les entreprises qui polluent moins. Après, on a des entreprises neutres qui sont en phase avec ce qu'on appelle les ODD, c'est-à-dire en fait les objectifs de développement durable de l'ONU. Et puis après, on a les entreprises amélioratives ou les entreprises contributives où les humains sont engagés dans la régénération du vivant. Et puis après, les entreprises régénératives qui transforment leur business model pour le mettre au service du vivant. Et on n'y est pas encore, mais c'est la route qu'on prend. Moi, j'anime un mouvement de dirigeants où on est à peu près 150 rien qu'à Nantes, et ça fait à peu près 72 000 collaborateurs. Et je leur ai annoncé la semaine dernière que la RSE, c'est pas suffisant. Il faut qu'on aille vers là-bas. Et ils m'ont dit, on y va. Et dedans, il y a des fabricants, il y a des gens qui fabriquent des chariots élévateurs rouges, vous voyez. Il y a des gens qui fabriquent des fourches de tracteurs. Donc leur business model est basé sur de la fonte, de l'acier. Et pour autant, ils me disent, ouais. Mais ces gens-là, des fois, je les conseille et je leur dis, mais
Les gens qui fabriquent mon ordinateur, là, vous pensez que c'est un fabricant d'ordinateur? Si je regarde ça d'un point de vue financier, pas du tout. Hein. En fait, 65% de leur chiffre d'affaires, c'est du service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour Apple, fabriquer un ordinateur, c'est une excuse. C'est un média pour vous vendre du service Apple Store. Et peut-être, je leur dis, demain, vous fabriquerez des chariots élévateurs Manitou, puisque c'est comme c'est eux, mais peut-être que demain, vous allez arrêter de vendre des chariots élévateurs, vous allez vendre de la tonne mètre. J'ai besoin de lever 200 tonnes à 20 mètres, et peut-être que vous allez vendre ce service-là, avec bien sûr vos machines, mais je dis, mais peut-être que la prochaine croissance externe, c'est peut-être une boîte intérim. Ah, il me regarde déjà avec des yeux, et puis là, il commence à me dire, ah non, t'as peut-être raison, David. Parce que l'acier, vous êtes monté, vous avez vécu dans un monde dans lequel, si vous aviez besoin de 1000 tonnes d'acier par semaine, un, vous les aviez, et deux, à un prix anticipable. Et je ne vous parle que de l'acier, je ne vous parle pas des semi-conducteurs, des composants et tout ça. Et là, ils me disent, ah, t'as peut-être raison. Et c'est pour ça que je fais des séminaires internationaux avec eux sur le nord de l'Europe, parce que, je ne suis pas raciste spécialement avec le sud de l'Europe, mais c'est que les Scandinaves sont bien en avance sur nous, sur les gammes électriques notamment. Donc voilà vers où on va. Donc en synthèse, devenez un manager interculturel pour recruter et fidéliser et tirer le meilleur des talents. Alignez la mission de votre entreprise et celle de vos collaborateurs pour générer du sens. Dépassez les frontières du pro-perso pour véritablement prendre soin de vos collaborateurs. Ce n'est pas de l'ingérence, c'est du soin. Et puis, singularisez votre raison d'être pour attirer et raviver l'engagement. C'est bon pour moi. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'on a quelques instants pour des questions? Le chef, il dit oui. Est-ce que vous avez des questions, suggestions, colibet, tomates Ouais. J'ai envoyé à 3 de mes collaborateurs qui sont arrivés récemment une demande d'un rapport d'étonnement. Ouais. Et alors j'en ai un, je vois, qui est parti à 17h parce qu'à 17h03 il m'a déjà plus répondu. Il y en a une qui est à l'école et la troisième il m'a dit pas de problème, je ferai ça, c'est une bonne démarche je trouve. Donc c'est juste pour apporter un peu d'eau à votre moulin et merci pour ça. Du coup si elle a apprécié, j'apprécie. C'est super. Non mais comme quoi, il y a des trucs qu'on comprend pas que les jeunes comprennent en fait. D'autres choses? Ouais. Comment on fait quand dans son entreprise, on a plusieurs générations, et notamment des plus anciens, parce que là, on s'adresse quand même plutôt à des moins de 30, et donc comment on fait pour intégrer tout ça dans la démarche? Alors, on les fait bosser, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'aime bien, je suis guitariste, et un jour je joue un morceau très compliqué à mon prof, et je dis c'est bien, hein? Et il me fait non. Je dis ah bon? Il dit non, parce que il me dit tu seras bon le jour où tu feras croire que ce que tu fais c'est facile. En fait, je suis un gros bosseur. Donc la réponse c'est on bosse. En fait, tout ce que je vous dis, ça prend du temps. Ça prend du temps et il y a beaucoup de temps d'écoute et beaucoup de temps de mise en condition. Parce que plusieurs générations. Et pour vous donner un exemple, vraiment pour que vous fassiez vous-même, hein, mais les séminaires que je fais sur la raison d'être, je passe à peu près la première matinée, alors présenter quelques concepts pour que tout le monde soit à égalité de concepts, et puis après je fais du photolangage. C'est-à-dire que je mets les cartes à jouer par terre avec des images, et je leur demande à chacun de choisir une image. Pour surtout se laisser choisir par une image en fait. Pour nous dire qui vous êtes au sens ser. Il faut parler espagnol. En espagnol, il y a deux mots pour être. Il y a ser et estar. Ser, c'est qui je suis profondément, et estar, c'est comment je me sens finalement. C'est comme l'état. Première carte, qu'est-ce que c'est? Ser, et puis on fait un tour de table, et là-dessus, on fait une deuxième carte avec estar, et puis en général, si on a le temps, parce que s'il y a des bavards ou pas le même temps, je leur demande de choisir une carte et je leur dis pas pourquoi. Et en fait, je vous le dis, et vous ne le répéterez pas, hein, que ça ne sorte pas de Facebook. En fait, je dis, secrètement, vous avez choisi cette carte pour l'offrir à quelqu'un. Hein? Et c'est quoi ton prénom? Fabien. Fabien. Et donc, en fait, tu me files ta carte, et j'oblige le rituel, hein, en disant, merci Fabien, c'est exactement la carte qu'il me fallait, parce que. Déjà, ça, pour des grosses boîtes, ça les oblige à connaître les noms des gens. Et puis, à déconnecter le cerveau. Parce que notre ennemi, quand on travaille cette matière, c'est que les gens se comportent
avec leur soi social ou leur faux self social. C'est-à-dire qu'ils se comportent comme ils ont l'impression qu'un expert comptable devrait se comporter, ou qu'un CAC devrait se comporter, ou qu'un associé devrait se comporter. Alors moi ce qui m'intéresse c'est plutôt Fabien, David, Micheline, Gisèle, quoi. Et quand on atteint Michel, David, Fabien, Gisèle, là on a la bonne matière pour bosser. Et c'est pour ça que il y a des choses qu'on peut faire en séminaire et qu'on ne peut pas faire en management. Parce qu'en management, on est dans le cadre du boulot. Donc il y a toute la symbolique du fait que, selon eux, qui les conforte, alors, personne ne leur a demandé, hein, qui devraient se comporter comme ça et donc réagir comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre de l'écart pour que les gens se sentent, tu vois, limite niveau animal. Et quand il y a des groupes où il y a des communautés qui sont fermées les unes aux autres, genre les vieux ils parlent pas avec les jeunes, il y a un truc que je fais, pareil je te le file, c'est du MBTI, c'est Myers and Briggs Type Indicators, qui sont des indicateurs de type, comment je pourrais expliquer ça vite? En fait, il y a 4 variables bipolaires. Le premier c'est la gestion de l'énergie, le deuxième c'est le mode la vision du monde, la gestion de la prise de décision et puis la gestion du temps. Et en fait on est plutôt gaucher ou droitier de ce truc là à chaque fois. Donc je leur explique tout le truc. Si vous êtes vous prenez 2 collaborateurs, il y en a un qui est extraverti et l'autre introverti. Vous terminez un audit à 22h. Vous appelez le premier qui est chez lui. Il dit bon, on a bien bossé, hein? Ouais, bien bossé. On va boire un coup. Ah bah tiens, on va boire un coup, ouais. Puis peut-être après on va aller bouffer parce que hein? Bah ouais tiens. Et puis peut-être tu sais quoi? Parce que c'est la fin de la mission, on va peut-être aller en boîte, dis donc. Eh ben grave. Et voilà. Et vous appelez le deuxième et il vous dit ça va, on a passé une bonne journée, ouais, c'était une belle mission, ouais. On va aller boire un coup. Et il dit mais t'es fou, hein. Moi j'ai les charentaises, je suis devant la cheminée, je suis avec un livre, j'ai une seule aspiration, je réponds parce que je suis sympa, mais qu'on me foute la paix. Tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui récupèrent beaucoup mieux l'énergie en groupe, et il y a des gens qui récupèrent beaucoup mieux l'énergie seuls. Quand vous êtes un introverti, c'est-à-dire que vous récupérez beaucoup mieux l'énergie seul, vous pouvez très bien récupérer de l'énergie en groupe, mais c'est comme si vous êtes droitier, si vous écrivez de la main gauche. Et à l'inverse. C'est-à-dire que c'est possible, mais c'est plus long, moins efficace, et ça marche moins bien. Bref, vous faites ça, et puis vous séparez les groupes. Tous ceux qui se sentent introvertis, vous mettez là. Tous ceux qui se sentent extravertis, vous mettez là. Et puis vous posez la même question. En quoi c'est bien d'être extraverti? En quoi c'est pas bien d'être extraverti? En quoi ce serait mieux d'être introverti? En quoi je suis content de ne pas être introverti? En quoi je pense que les introvertis me servent? En quoi je pense que les introvertis me desservent? En quoi je pense que moi je leur sers aux introvertis? En quoi je pense que... Et vous confrontez les points de vue. Et là, vous créez des solidarités en fait, entre des gens qui pensaient qu'ils n'avaient rien à se dire, en fait. Mais seulement en faisant un truc qui est un peu débile, hein. Il n'y a pas les blancs ou les noirs, ou les gauchers ou les droitiers, etc. Mais en faisant ça de façon artificielle, vous recréez des liens, en fait, entre des gens qui se pensaient dans des mondes séparés. Et pour des groupes sur lesquels il y a un risque de ça, et ça on prépare ça avec les dirigeants, tu vois, mais et ben en fait ça crée de la porosité, ça crée du champ morphogénétique. C'est une petite astuce. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que pour l'instant je sais répondre, donc tâchez que ça continue. Ouais. Qu'est-ce qui, sur la base de votre expérience, analyse, etc., permet de comprendre l'opposition que l'on voit entre les générations, les jeunes générations, les aides, et les plus vieux, ou les moins jeunes? Parce que j'ai le sentiment que, vous l'avez bien expliqué, hein, on a vraiment une barrière. On ne comprend pas. Si on ne réfléchit pas, si on n'a pas de l'éclairage que vous venez d'apporter, on n'a pas conscience qu'on a une telle différence. Et effectivement, aussi vous l'avez très bien dit, il y a deux langues. C'est les mêmes mots, mais ce n'est pas le même langage. Et on se pose la question aussi par rapport à nos enfants. Mes filles ont 30 ans, moi j'ai beaucoup plus, mais du coup, c'est ma chair, c'est mon amour, c'est mon... etc. Mais est-ce que je passe à côté parce que je ne les comprends pas? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux les comprendre? Parce que l'amour, ça ne suffit pas. L'amour, ça se vit, mais ça se donne aussi. Donc, comment je peux faire? Et qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, j'ai ce sentiment que l'écart est plus important qu'avant, par rapport à mes parents et mes parents, par rapport à leurs parents, etc. Je me trompe, ou de toute façon, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un décalage, et
chaque génération se rebelle par rapport à la précédente. Vous me laissez 1h30 pour répondre à cette question? J'ai une cinquantaine de slides. Non. Non mais je vais être très court. Bah, ça s'analyse, il y a des explications. Ouais, et il y a des éléments de rupture. C'est pour ça que je blague, je vais faire pendant 5 minutes. Premier élément de rupture, le rapport à l'entreprise. Tu vois, déjà la génération Y par rapport à la génération X dont on vient, il y avait une rupture par rapport à l'entreprise. Moi, pour faire une métaphore du Nord, j'appelais ça les enfants de Villevorde. À Villevorde, il y avait une usine Renault, vous vous rappelez? Et du jour au lendemain, tout le monde dehors. Dans Renault, qui était une boîte qui faisait un peu, pas public, mais où on avait un emploi à vie, bah, tout d'un coup, ils ont mis du jour au lendemain tout le monde dehors. Donc il y a une trahison, en fait. C'est-à-dire que les stigmates sont encore vivaces de ça. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est pas fiable. Si, ça a une fiabilité, mais c'est plus papa. Tu vois, j'ai pas ma chambre à vie si jamais je trouve pas de boulot. C'est plus... voilà. Alors il y a des gens qui bossaient déjà dans les PME qui pouvaient subir des difficultés, mais c'est pas la même chose. L'entreprise peut vous trahir. Donc du coup, je vais pas me donner, comme moi je me suis donné, peut-être comme toi, tu t'es donné corps et âme, tu vois, à un job dans l'optique d'être quelqu'un, parce que l'entreprise, c'est pas fiable. C'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est le digital. Alors, quand je dis ça, on peut expliquer tout un tas de choses avec ça. Mais des entreprises ont dépensé des millions de dollars et des millions d'euros pour travailler sur ce qu'on appelle l'expérience client. Je ne sais pas si vous avez acheté quelque chose sur Amazon récemment. Moi, je ne le fais plus du tout parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Mais franchement, acheter un truc sur Amazon, c'est 2 clics, quoi. Et c'est chez vous demain. Et donc, ces générations sont les gens qui n'ont pas connu autre chose que ça. Donc ils ne comprennent pas que quand ils arrivent dans votre entreprise, sur votre logiciel de scan de pièces jointes et de notes de frais, bah, ça ne fait pas clic-clac, clouc, et depuis le smartphone, et puis en anglais, en allemand et en vietnamien, quoi. Mais je ne comprends pas. Pour aller faire mes courses, c'est comme ça. Pourquoi au boulot, c'est pas comme ça? Tu vois? Donc c'est l'aspect digital native, tu vois, sur le tout de suite. Tu vois? Pourquoi tout de suite? Bah, parce que j'ai cliqué, tu vois. Voilà, quand je clique, ça vient. Donc pourquoi penser autrement, quoi? Apprendre des trucs dans la souffrance et dans la durée, non. Bah pourquoi? Mais vous êtes fous. Pourquoi vous avez fait ça? Avec le Minitel. Ah, c'était intéressant. Et donc il y a ça aussi. Et puis là, tu vois, on appelle ça... il y avait les digital natives, et maintenant il y a les sustainable natives, qui disent « Je ne comprends pas qu'on ait l'autorisation de fabriquer un objet qu'on ne sait pas recycler. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis d'acheter un truc neuf alors que je pourrais l'avoir d'occasion, et que, indépendamment de la pollution, etc., de toute façon, rien que dans la pollution, l'extraction des matières pour le fabriquer et le transport, c'est déjà tout pourri d'acheter un truc neuf. » Enfin, c'est la génération qui arrive. Et pour donner le chapeau à cette réponse-là, c'est que ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle génération tous les 5 ans, en fait. Finalement. Enfin, génération X, en fait, ça va de ma date de naissance un peu plus loin, ça va de 77, moi je suis bien 74, hein, à fin des années 50, en fait. Hein, c'est immense, génération X. C'est limite boomers, quoi. Les jeunes ils disent ok boomer, tu vois. Après ta génération Y, après ta génération Z, les millennials, entre-temps, puis maintenant tu as la sustainable native. Bref, tous les 5 ans, tu as une nouvelle génération, au sens où on ne comprend pas la génération d'avant. Pour donner un autre éclairage, c'est Michel Serres, dont je citais, que j'aime beaucoup. Michel Serres, il s'est beaucoup intéressé aux mots, tu vois, et à l'Académie française. L'Académie française, ce qu'elle fait, c'est un dictionnaire. Vous savez, tous les 25 ans, on sort un nouveau dictionnaire. Et en fait, quand tu regardes l'histoire du dictionnaire de l'Académie française, il y a le même variant de mots. Qu'est-ce que c'est qu'un variant? C'est que tu prends tous les nouveaux mots, plus tous les mots qui disparaissent, et ça donne le variant. C'est l'addition du plus et du moins, quoi. Voilà. Et en fait, c'est assez constant. C'est entre 4005 et 5000 mots à chaque édition tous les 25 ans. Le dernier, il est sorti en... il faudra que je vérifie, mais entre 2010 et 2020. Tu connais le variant? 37 000. Dans le dictionnaire de l'Académie française. Je ne te parle pas du guide des startups de l'école 42, hein. Dictionnaire de l'Académie française. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de distance entre notre français et le leur
qu'entre le nôtre et le vieux François, en fait. Et le piège, c'est qu'on utilise les mêmes mots. Et là, tu vois, c'est un indicateur, tu vois, hyper fiable. C'est le dictionnaire Académie française, tous les 25 ans, le variant. 5, 5, 5, 5, 37. Donc on a plein d'homonymes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup David, c'était vraiment passionnant. Je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps, mais on a les bus qui nous attendent pour partir à la visite du château. Donc je vous invite toutes et tous à suivre Aurélie qui va vous orienter vers les bus qui sont en train d'arriver. Merci et à tout à l'heure. Merci à vous.